T'as déjà eu des poux, Samuel? Non. De ta vie? bon, Ah ben voilà, on en j'ai- parlait. Après, c'est peut-être un problème de matière, tu vois. Pour avoir des poux, il faut avoir. Non, mais t'as eu des Mais cheveux plus enfant, jeune. Tu vois, j'ai eu des cheveux. Ah, on entend. Ah, c'est là la bonne place? Ah oui. C'est là? Ah ouais. Oui, Ah oui, on on t'entend entend bien, les ouais, on retours. t'entend bien. Ouais, là, tu parles à tout le monde. oui, j'ai eu les cheveux jusque là, moi. Et t'as Ah. pas eu de poux? Je crois que c'est la réalisatrice qui est en train de s'étonner de. Oui. Mais Mais on oui. t'entend bien. Mais viens ici directement On t'entend bien. pour parler. Ok, C'est ok. plus simple. Peut-être que tu Merci, devrais en merci. parler avec l'équipe du son. Alors oui, voilà. C'est ben, pas nous qui allons régler ce problème. La plupart ont eu des poux quand même hein, dans le chat. Je tiens C'est à quoi vous préciser. Ah ouais? Ouais. Mais oui, c'est Moi, fou. je peux te dire, Oh, je peux pas là, avoir comme de ça poux avec Ah, tous les super. produits décolorants sur mes Il y a eu cheveux. des poux ici. Crève dans la Ben, Ah oui. ouais. t'as eu des poux? Enfant, je pense que j'en ai déjà eu. J'ai le souvenir du peigne. Ouais. Le peigne magique, Ouais, là. et la main Ah rose là là, là. il Ouais, est- ouais, ouais. Le peigne Non. magique? Mais on m'a jamais rasé la tête. Mes parents, ils m'ont toujours gardé quand même les cheveux. C'est vrai. Quelle chance L'anecdote de que- Ludovic est incroyable. Je ne la raconterai pas en live, ma mère regarde l'émission, elle n'a pas se dire arrête de raconter des trucs sur moi. Mais vas-y. Non, non, non. L'anecdote est Mais folle. par contre, c'est drôle, on parlait. Toi, t'es sur un truc de politique, machin, tout ça. Nous, on parle de poux, hein, donc. Ah non, mais attends, non. Ça fait partie c'est quoi de la vie cette des Français. anecdote? Je veux pas. Ah purée, je vais me Non, faire mais détruire. Je vais raconte-la. recevoir un texto de ma mère. Mais raconte-la, elle est trop géniale. Maman, là, le Bien. Non, Elle non, est je très sais qu'elle est Montessori, devant. cette anecdote. C'est quoi cette anecdote? Mais c'est une anecdote des années 90. Enfin, voilà, remettons les choses dans c'était le contexte. ok. C'était les années 90 Ouais. et j'ai eu des poux et ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Et résultat, mes parents m'ont mis de l'insecticide sur la tête, mais du vrai insecticide à Du frotter, là. DDT. Du DDT. Et ils m'ont mis, ils m'ont mis napalm. une Charlotte pour la nuit, Pour pendant toute bien la que nuit. ça brûle. Le lendemain, Mais t'es brûlé. rouge sang et commence à avoir une petite pelade quoi. Résultat, il a fallu couper très court et du coup j'avais plus de poux, mais un cancer du cerveau. Alors, Plus de dans cheveux, plus dans de le poux. chat, ça rigole. C'était les années 90. Pourquoi les ce années- débat sur les poux là? Qu'est-ce Parce qui s'est que passé? j'ai reçu un mail de l'école qui dit que les poux arrivent. Oh, mais ça, c'est un classique. Bah ouais. Voilà, on en était là. On a J'ai juste raconté cette année. daron, quoi. Marie, t'as eu des poux, toi? J'en ai eu quand j'étais petite, Ok, j'avais des d'accord. longs cheveux bien noirs, bien Je sais épais. pas, j'avais pas de poux, moi. Ils adoraient ça. Ok. Mais oui, je sais que les enfants en ont ramené une fois. Le concert, il reste tout le long ou... Oui. Ils sont là, Non, le groupe c'est est là. D'accord, pardon, il y a non, un c'est de le ma groupe faute, est- c'est parce que normalement, c'est l'accueil, c'est le sommaire, sauf qu'on n'est pas Ah, d'accord. chose. Le groupe Les est là, on amis, les embrasse. on est dans MVP Ma Vie Pro, c'est l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Vous êtes collégien, vous êtes lycéen, vous êtes étudiant, vous savez pas, vous vous interrogez sur votre avenir, ce qui est bien normal. Eh bien, là, tous les 2 fois par mois, on vous propose des pistes de réflexion, on vous parle de secteur d'activité, de métier, de formation, etc. Et si vous travaillez déjà, eh ben, vous êtes intéressé aussi parce qu'on n'est pas obligé de rester au même poste, dans le même job, la même entreprise toute sa vie. Ben, on fait pareil. On peut Voilà. se reconvertir. Exactement, ça Eh c'est oui. le principe. C'est la 2e saison de MVP, je suis très content. Parce que vous êtes toujours plus nombreux à la regarder et ça fait bien plaisir. On dirait une phrase de télé un peu. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, merci de votre fidélité. Mais Ça c'est fait, vrai. ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est juste une info. Les audiences, on a reçu médiamétrie T'as vu? incroyable. Mais c'est fou. Tremble JT de 20h. Tremble JT de 20h. Je vous présente nos amis, nos invités de ce soir. D'abord, honneur à celui qui, je crois, n'est jamais venu encore sur ce canapé. J'ai dit ce soir, ce matin. T'as dit ce soir Ouais, mais c'est à cause de la crise politique. Je me parce suis que- dit, attends, on est en faux direct là Mais non, c'est parce qu'en fait, c'est la crise politique, on ne sait plus. Le Cornu, il a parlé ce matin, il va reparler ce soir, ça parle l'après-midi, on ne sait plus. Il parle 2 fois la même journée. Mais il va peut-être reparler ce soir. Il va parler plus de temps qu'il n'a été Premier Oui. ministre. Joli. Ah. Joli. Voilà. Prime à celui qui n'a encore jamais posé ses fesses sur ce canapé. Je crois que Ben Never, c'est ta première fois dans C'est ma MVP. première fois. Ben Never, comment ça va? Invitation. La dernière fois qu'on s'est vu, on était bloqués dans un ascenseur. Ben Never, il fait des vidéos YouTube incroyables, vous le savez sûrement déjà, et son dernier format. Et j'ai eu la chance d'être le premier invité de ce nouveau format. Ouais, je l'ai vu, c'est très cool. Le titre exact, c'est quoi? C'est dans l'ascenseur? Il n'y a pas vraiment de Non, pas encore. En fait, je me suis maintenant YouTube, il n'y a plus de générique, il n'y a plus de titre, Ah ouais. les gens s'en fichent. Quoi. Donc il n'y a pas vraiment de titre. Mais le concept, c'est ça, c'est l'invité se retrouve dans un ascenseur avec toi. Et on Voilà. discute. Et on discute, et il se passe plein de choses. Ouais, Pas il y a- des os pro, quoi. il y a des méchants, j'ai vu, il y a des méchants, Ouais. je savais pas plus. Non, mais en vrai, c'est Et super. merci d'avoir accepté le. Toi, tu savais pas du tout, tu mettais les pieds, tu as découvert tous les happenings à la seconde où ils arrivaient, etc. C'était Et super. on tourne le demain, je l'annonce là parce que je ne l'ai pas encore annoncé. Le mais deuxième on tourne épisode. Le deuxième épisode demain avec Seb. Avec Ah, c'est Seb, Seb, ex-Seb Lafrite. Ouais, ça Incroyable. va être marrant. Super. Bon. Et du coup, il y a encore des surprises et tout. Il y a encore quelques surprises. Bon, Ben, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a des qualités d'intervieweur incroyables. Merci. Il y a des choses que tu ne voudrais jamais raconter, mais tu les racontes à Ben parce que t'es bien. Comme par exemple que tes parents ont voulu te cuire le cuir chevelu Vous enfant. me tuez, hein. Hein, voilà, ça tu l'aurais Eh oui. raconté ça à Ben. Et oui, oh bah, bien sûr, je raconte plein de trucs.
Plein de trucs Et je suis très content parce intimes. que nous, on a déjà tourné ensemble, mais il n'y a Ouais. aucune trace sur Internet. C'est vrai. Donc ce sera de peut-être cette la chose. première émission qu'on fait ensemble qui C'est vrai encore sur Internet. Ouais, on a fait un truc ensemble un jour, mais ça a disparu d'Internet. Mais ça s'est passé dans ce bâtiment, donc je sais pas Oui, si on a le droit ça d'en s'est parler. Ah oui. Ah non, Seb, c'est pas Sébastien Lecornu. Hein. Ah oui, C'est le Seb que tu vas recevoir. Demain, il C'est est pas libre. celui-là. Sébastien Lecornu. Alors, on m'a dit qu'il était libre Mais il a pour du les jours temps, à hein. venir. En fait, priori, hein. demain, il a une reprise de parole qui était principale. C'est plus très clair. Il avait du temps jusque-là, puis là, on l'a écouté tout à l'heure, il est reparti comme en 40. Hein. Il est, oui, alors j'ai reconsulté toutes les formations. Finalement, j'ai des bonnes nouvelles. On va peut-être pas dissoudre. Écoutez, je ne comprends plus rien. Mais là, il a démissionné ou pas démissionné? Alors, il a démissionné, mais quand tu l'écoutes, c'est plus très clair. Ah, Ok. Écoute, D'accord. on verra ce qui se passe ce soir. Moi, je vois ce petit MVP comme une pause, là, dans tout ça, parce que vraiment, voilà. profite. Comment va Marie Palot? Ça va très bien. Mais Marie, on s'est vu là, il y a quelques jours, là. Il y a une semaine et j'ai pas de pouls, donc c'est une bonne journée. Mais Marie, Pour l'instant. dans quoi on s'est vu, J'en Marie, aurais pas avec il y a ces. quelques jours, on a travaillé sur quoi ensemble? C'était quoi? C'était. Oui, mais c'est pas NJ. encore, ça sort pas encore. Ah oui, Ça c'est sort pas encore diffusé. Super, ok. Chut, Très bien. chut, n'en C'est parlons quoi pas. l'actu de Marie Palot? L'actu, c'est le matin très tôt. Très très tôt. Dans ma vie, j'ai télématin. Oui, c'est vrai. Mais c'est les matins mais maintenant, oui. j'ai vu ça. C'est vrai. Incroyable. Je parle à plein de gens qui ont l'âge, un âge très varié en fait. Il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent en me disant je t'ai vu dans Télématin. À la télé. Ouais, La télé, on est d'accord, le c'est matin. c'est comme Twitch, mais sans le chat. c'est ça. C'est pareil. C'est le même C'est principe. ça. Hein, c'est ça? Et je m'éclate. Je m'éclate. Franchement, hier, j'ai mangé de l'aligot. T'es sur la. Oui, j'ai vu l'image. Exceptionnel. Ah oui, j'ai Oui, vu ça avec j'ai un vu. escabeau et tout. Ah, là. oui, ouais. j'ai vu l'image. Je voyage. Mais attends, l'Aligo à quoi? À 9h, 8h30? Ouais, Ouais. c'est un plaisir. Hein. Oh, bah oui, Franchement, bah, bien ouais, sûr. ouais. Ah, ouais. Easy. Et tu sais quoi, t'es sur la culture, toi, Marie? Je suis sur la dans culture, Télématin, ouais, non les expos, les sorties. en vrai. Non, franchement, c'est génial. Bon, c'est super. Je m'amuse beaucoup. C'est tous les matins ou... Tous les lundis, Tous les lundis. j'ai 2 chroniques. Et puis après, j'ai une émission ciné sur RTL 9. Donc vraiment. Oh là là, mais Ah, j'ai ça un va, calendrier. ça Tu as un calendrier beau. de ministre. C'est beau. Mais en Écoute, fait, t'es et pas- très télé, en fait. T'es à fond sur... Je suis très télé. Mais puis, Marie, virage de la télé. Marie a toujours Ouais. été un peu les deux, en fait. Marie, je dis pas de Ouais. bêtises, parce que t'as toujours fait un peu les deux. C'est vrai. Bien. Quand j'ai arrêté la télé, je suis allée sur Popcorn. Ouais. Bah non, c'est rencontré sur Et Popcorn. c'est vrai. Et j'ai fait un peu j'ai fait de l'internet Ouais. pendant un moment, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise à la télé. Ok. J'ai l'impression que c'est plus dur Internet. Il y a plus de choses à gérer. Par exemple, ce que tu fais là, lire le chat, lire le conducteur. Ah bah, T'as pas 10 personnes qui te hurlent dans une oreillette en disant on envoie la pub, la pub, tu vois. Et en fait, ce stress-là, c'est un autre stress de gestion autonome, être Il y autonome. a Moi, j'ai quelqu'un besoin qui est en d'être train managé. de me hurler dans l'oreillette. On envoie la pub, on envoie la pub. Non, on n'a pas de pub, nous. Marie, très contente de te retrouver. Merci. Comment va l'ami Ludo? Bah, toujours aussi bien. Ouais. Moi, vraiment, voilà. Moi, je reste là, de toute façon, toutes les semaines. Et Oui. j'attends que l'émission commence. Ouais. Donc, moi, je passe ma vie ici, Il sur est, ce canapé. il est tellement bien ici qu'il est en train de squatter une place qui est la place de meilleur employé du mois. Regarde, J'ai vu. tu as Je vu croyais que t'allais Ben? parler du parking. Non, Ben, à la fois, ici, chaque émission, on a un jeu à l'issue duquel on décerne le titre d'employé du mois. Et Tout à là, fait. l'ami Ludo nous squatte un petit 2 peu semaines. ce titre, 2 semaines 2 semaines, d'affilée. quand même. C'est vrai. Alors Ouais. que j'ai gagné genre 0 fois en saison 1. Et là, c'est mon prime. Ouais, mais ça y est, là, quoi. aujourd'hui, Là, plus 1000 aura sur ça. c'est terminé aujourd'hui. Ah voilà, aujourd'hui, j'ai un concurrent sérieux. Ben, il a dit, il me reprend la place. On verra. Et là, tu es en train de... Alors, pour ceux qui ne savent pas, Ludo, c'est un spécialiste des métiers. Il a une chaîne YouTube où il présente plein de métiers en immersion Tout à fait. avec plein de professionnels. Là, tu es en train de travailler sur un... Ou tu as un nouveau métier qui a été Ah ben mis là, en je ligne, pars tu- cet après-midi à Vas-y, dis. Strasbourg pour aller tourner dans un technicentre de la SNCF. Du coup, je vais voir comment on répare les trains, Oh, trop bien. les TGV et tout là. Ok. Trop va génial. être Le trop rêve cool. des enfants, là. Ouais, en quelque sorte, ouais. Mais je pense que ça va être hyper intéressant. Voilà, donc je vais tourner ça. Enfin, je pars là, juste après. Ouais, on me demande Direct. si tu dors sur ce plateau. Je ne crois pas. Je ne crois Si, je dors Si, juste si, derrière tu- le canapé là. J'ai plein de messages mignons pour vous tous. Voilà, j'ai des maris trop chipounettes. On t'aime, Oh. Marie. Voilà, je te les lis parce que tu Le chat n'as pas le adorable. chat. Pour nous tous, hein. Il a parlé que de Marie. Oui, J'ai mais j'ai des messages pour normal. vous tous. Oui, bah oui. Regardez-le. En vrai, c'était que pour Marie, mais Voilà. je voulais pas que vous soyez Voilà. jaloux. C'est gentil, c'est gentil. C'est bon. Dis les choses. Bon, merci d'être là en tout cas, les amis. Je vous fais un petit sommaire. Allez. Allez, le sommaire qui nous attend aujourd'hui. On va commencer par à la une dans un instant, c'est des anecdotes insolites sur le monde du travail, parce que le travail ça peut être sympa aussi, voire marrant. Donc je vous raconterai des petites anecdotes. Je vous raconterai le début de l'anecdote. Il faudra trouver la chute. C'est un petit jeu entre nous. La Big Presse, ça c'est notre gros dossier à chaque émission. Voilà, un sujet du moment, un petit peu dans l'actualité.
Là, par exemple, c'est le constat qui remonte dans plusieurs enquêtes que les salariés français veulent pas forcément avoir plus de responsabilités. Et c'est une tendance qui s'accentue au fil des années. Donc voilà, des salariés à qui on dit « Tu veux devenir manager, tu veux ?» et les gens disent « non ». Ouais. Ça, c'est hyper intéressant. Le Post-it, en collaboration aujourd'hui avec le ministère de l'Éducation nationale, on va recevoir Clara, qui est prof de français, voilà, qui aime son métier et qui va nous parler de tout ça. Moi, c'est un métier pour lequel j'ai énormément de considération. Les profs, donc, je suis content de recevoir tout à l'heure Clara. La pause café, donc là, je parlais de jeu, vous allez jouer ensemble pour remporter un indice qui vous sera utile plus tard dans l'émission. À la Ok. fin. C'est Fort Boyard. Oui, tout Exactement. à fait. Tout à fait. Voilà. Et il y a une clepsydre et tout. Exactement. pareil. Voilà. Et à un moment, on va sauter dans l'eau, tu vas voir, il y aura des araignées, c'est fou. Ma vie pro de merde, MVP de merde, ça c'est une nouvelle rubrique, en fait, c'est vos témoignages sur les réseaux sociaux de MVP, vos anecdotes un peu qui sentent pas bon sur Le milieu pro. Voilà, le milieu pro, et des mésaventures qui vous sont arrivées. Voilà. N'hésitez pas à nous en envoyer. Voilà. On pourra partager les nôtres Ouais, juste entre Mais nous. bien sûr. Alors, Mais non, mais ça peut être des dis-le. trucs drôles, parce que là, ces derniers temps, les gens nous ont envoyé des histoires plutôt tristes, plutôt Un peu dures. glauque. Oh. Tu vois, donc s'il y a des trucs un petit peu marrants, n'hésitez pas à partager aussi. Ça peut être aussi des sourires. En tout cas, merci de nous envoyer toutes ces histoires, c'est hyper sympa. Donc le deuxième jeu dont je parlais, c'est Guess the Guest. On aura un invité mystère qui, je crois, est une invitée mystère. Il faudra trouver Non, sa dis pas trop, c'est un profession. indice. Hein? Non, dis pas trop, c'est un indice déjà. Une. C'est le Oh, cas. ça. Et si vous trouvez, Ah, c'est. Et oui, c'est ça. employé Ouais, du mois. Tu seras sur la plaque Exactement. funéraire. Et ouais. Mais alors, C'est exactement. et on aura eu un indice avant sur sa profession. Oui, Oui. qui est là Parce dans que l'enveloppe Une personne rouge. aura eu. Voilà, exactement. Elle est dans l'enveloppe Ah, oui, rouge je l'ai au ouverte milieu de la alors. table. Et Tu peux la partager aux autres. T'es pas obligé aussi. Tu as le droit, mais tu la être pression, ouverte, hein. la pression. voilà. Et puis à midi, à 12h, l'invité MVP, voilà, Alexandre Astier. Alors ça, depuis qu'on l'a annoncé, il y a beaucoup de hype parce que c'est un personnage qui est très apprécié, voilà. Donc il y a un film qui arrive dans quelques jours là, Kaamelott, le deuxième volet, le film, voilà, que j'ai eu la chance de voir en partie. Et c'est une question que je lui poserai parce que parfois il y a des projections presse avant qui permettent aux journalistes de voir le film avant la sortie. Je suis allé à une projo presse et la projo s'est arrêtée au bout de 33 minutes. Ouais, c'est de plus en plus commun. Et c'est volontaire. Ouais, ouais. Et alors, et Marie, pourquoi maintenant il y a ça? Même des fois, tu as des projections de 30 minutes avec un remontage. J'avais vu ça D'accord. pour Bad Guys, où tu avais les 30 premières minutes du film. En vérité, tu avais déjà des séquences de fin de film. Mais pourquoi on nous montre avait un pas le best-of, film, quoi. en fait? C'est dommage, ouais, mais il y a aussi l'effet de surprise, l'effet de on pense que vous avez vu assez en 30 minutes pour D'accord, pouvoir ok. faire votre papier, donc c'est un peu compliqué. Bon, en tout cas, ce que j'ai vu m'a donné envie, mais bon. Après, tu pourras en discuter avec lui. Je suis pas sûr que lui aime cette démarche-là. Ah, voilà. Enfin, je pense que les réals, Bah, ils ouais. ont créé un film et tout, c'est bizarre de. Ça, je raconte pas la Genre, frustration. quoi. Tu t'installes dans une salle de cinéma, tu vois, salle de presse, tu commences à t'installer, tu retrouves les personnages que t'aimes bien, toi, tu t'es bien, tu dis, ah ouais, c'est sympa et tout, et puis à un moment, tu t'arrêtes à la fin Paf. d'une phrase, la lumière s'allume, ciao. Alors que t'es à un quart de ton paquet de popcorn, là. Tu dis, qu'est-ce que je fais du coup avec ça? Peut-être c'est aussi Quel pour dommage. qu'on aille au cinéma pour payer sa place parce que le cinéma va pas très bien en ce moment. Ah, oui. Et on me dit dans le chat, c'est peut-être pour éviter les leaks aussi. Eh oui, je pense Ah. qu'il y a une question de Pas mal, leak. voilà. Ouais. En tout cas, on est très heureux de recevoir Alexandre Astier. Et comme on n'est pas à la télé ou à la radio où le temps est compté, vous le savez, eh ben nous, cet entretien, cet échange avec Alexandre Astier il durera 1 heure. Donc on va revenir sur sa Durera vie, autant que le son mandat de Sébastien Cornu. son enfance, est-ce qu'il a eu des poux ou pas, etc. Des vraies questions. Voilà. Et évidemment, en 1 heure, j'aurai le temps aussi de prendre des questions dans le chat. Si vous avez des questions pour Alexandre Astier, les amis, c'est à partir de midi. Bon, on est prêt? On y va? Allez, hein. C'est parti, à la une. C'est des petites histoires d'actualité qui sont aussi des petites histoires de travail. Je vous raconte le début, il faut trouver la suite. Récemment, dans la Silicon Valley, Ouais. un ancien mode de travail Ouais. a refait surface qu'on appelle le 996. À votre avis, que cache ce drôle de nom? C'est quoi, c'est une ligne de bus? là Ça n'est pas une ligne de bus. 96. C'est une méthode de travail. C'est une méthode de travail. Est-ce hein. que c'est pas la fin de l'open space? Ça n'est pas la fin de l'open space. Sans ordinateur. Tout est à l'écrit papier. Dans la Silicon Valley, c'est original, mais ça n'est pas ça. Ouais, Moi, drôle. je pense que c'est une question de timing. 996, genre toutes les 9 minutes, on fait une pause ou. On est en train de brûler, on est sur une histoire de timing. Eh ben attends, mais ça fait, c'est le truc des 3-8, mais sauf que du coup c'est décalé, donc c'est genre 9 heures de travail, 9 heures de repos, 6 heures de sommeil, un truc comme ça. Je suis sûr que c'est ça. C'est genre 9 heures de travail, 9 heures de temps libre, 6 heures de ouais, mais c'est pas assez en sommeil. Alors, beaucoup. Alors, mais parce qu'en fait ça fait ça ressemble à ça, mais alors en beaucoup moins sympa.
Donc c'est exactement une organisation du temps de travail, mais on va dire beaucoup moins sympa que ce que tu viens de dire. T'arrives à 9h, tu pars à 9h et t'as... Oh, quelle horreur. Et t'as quoi, 6 heures de quoi? 6 jours sur 7. Ah, exactement. Ah, wow. Le 996, le 996, c'est un rythme qui consiste à bosser de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours sur 7, 72 heures de boulot par semaine, jusqu'à 92 heures par semaine pour les plus extrêmes. Ah bah, le bonheur. Alors, je vous raconte l'histoire. Concept popularisé dans les années 2010 par les géants chinois de la tech, Alibaba, Huawei, ByteDance, pour doper la croissance, sauf qu'il a été rapidement accusé d'encourager une forme d'esclavage moderne. Oui, on va être d'accord. Légèrement. Qui a même été jugé illégal par la justice chinoise en 2021. Et étrangement, on voit ce rythme de travail revenir actuellement dans la Silicon Valley aux États-Unis, avec la peur de se faire dépasser, surtout avec l'essor de l'IA, qui pousse les équipes à travailler toujours plus. Et dans la culture start-up, il y en a qui se mettent à bosser sans relâche en adoptant ce rythme. Alors, a priori, le 996 n'est pas prêt d'arriver en France, puisque chez nous, le travail est un petit peu encadré quand même. Un durée légale 35 heures, maximum 48 heures par semaine. Voilà, surtout, est-ce qu'ils sont obligés? Oui, mais est-ce qu'ils le choisissent ou ils sont contraints, tu vois? Je pense qu'ils se mettent un peu la pression entre eux, tu vois ce que je veux dire, c'est horrible. Il y a une culture d'entreprise qui est différente aussi là-bas. Ouais, je pense qu'il y a pas de vie, aussi de projets communs. Tu sais, ils créent tous les endroits où tout est fait pour les bureaux. Tu as envie de rester tout le temps. Tu as tes petites céréales, tu as tous tes trucs. Il y a ce truc de crunch, tu sais, vous êtes en train de bâtir un truc incroyable. On l'a vu dans le jeu vidéo. Faut se battre pour ça. Ouais, faut bien dormir aussi. La culture du burn-out, me dit T-Bag dans le chat. C'est un peu ça. Ouais, complètement. Ça fait un peu froid dans le dos, quoi. Bravo, vous avez trouvé. Deuxième actu. Récemment en France, c'est mignon comme tout, des étudiants ont trouvé une solution un peu atypique pour se loger. Vous connaissez la question du logement en France, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de logements et c'est trop cher. Pas seulement pour les étudiants. Eux, ils ont trouvé une solution atypique pour se loger. À votre avis, où est-ce que ces étudiants vivent? Où est-ce qu'ils vivent? Des personnes âgées? Non, c'est vrai que... Pour vaincre la solitude. Dans un EHPAD. Ça existe, ça, dans des EHPAD, où certaines chambres sont occupées par les étudiants, mais ça n'est pas dans un EHPAD. Est-ce que la ville est intéressante? Est-ce que ça a un lien avec la solution, du coup? Il réfléchit. Non. Non, j'ai eu le chat qui me dit que j'ai des problèmes de micro, donc je regarde la régie. Ils ont réhabilité un lieu spécifique? Ah, c'est déjà un lieu où... Il y a une histoire de réhabilitation. C'est pas les étudiants qui ont réhabilité, mais on est dans une histoire de réhabilitation. La ville a réhabilité des lieux. Une ferme ou un truc comme ça? Un lieu qui n'est pas utilisé... pas utilisé le reste du temps. Qui est vide. Un lieu vide ou pas? Il le fut. Il fut vide. Il ne l'est plus. Mais il n'est plus parce qu'il y a des étudiants dedans. Oui, et à ton avis, ce bâtiment est très particulier. Qu'est-ce que ça pourrait être, ce bâtiment? Une église? Presque. Un presbytère? Alors, c'est pas religieux. Une synagogue? Ah, pardon. Je partais sur... Attends. Non, mais un truc d'une activité qui n'existe plus. Alors, on est sur un bâtiment particulier. Une mairie? C'est pas une mairie. C'est un... Gymnase. Comment je peux vous mimer ça? Tu nous mimes ça? Oh, je vais te voir. Je vous le mime. Attends. C'est impossible à mimer. Allez, mime-nous un bâtiment. Oh, waouh, il est bien ce bâtiment. Hein. Une usine. Quoi? Il y a un truc parfois qui se baisse comme ça à l'entrée. Un pont-levis. Un château? Un château. Ah, exactement. Ouais. Attends, mais c'est trop cool. C'est un château. Purée, un château fort. Alors, tu vis dans un château. N'hésitez pas, on va me dire qu'on va me changer mon bloc micro parce qu'il fait. On me dit que mon micro est en 996. Oui, je crois. Il est cramé, quoi. Let's go. Finalement. Bougez pas, les amis, je reviens. Putain, mais il vit dans un château fort. Enfin, un château, oui, pas forcément fort. Juste un château. Donc, ça a quand même un rapport un petit peu avec le lieu où ça se produit. T'as pas un château tous les. Non, mais surtout qu'il faut le réhabiliter. Ça coûte hyper cher. Honnêtement, c'est pas. À tout ça. Ta chambre étudiante à partir de 300 € par mois pour vivre dans un château. Ah ouais. Après, faut voir l'isolation. Hein. Attention. Hein. C'est bon? Parce que ça, jusqu'à 550. Les amis, on a changé le boîtier du micro. Château de Vincelles. C'est bon pour vous dans le chat. Donc je vous donne l'info. C'est en Bourgogne, c'est à Vincelles. Hein, et il y a quelques étudiants qui ont pu poser leurs valises dans cette grande. Vous voyez, l'image est assez incroyable, quoi. Donc l'histoire est assez jolie parce que ce château, il a été mis aux enchères en 2021. Personne n'en voulait plus parce qu'un château à entretenir, à réhabiliter. Ça coûte un bras. J'en ai 3. Je peux te dire que je passe tout mon fric dedans. Hein. C'est pour ça qu'il dort sur le canapé. Quelle galère. On sait que ça va bien, monsieur le créateur de contenu. Et finalement, c'est un collectif de 15 particuliers de 25 à 65 ans. Tout le monde a réuni ses économies. Ils ont acheté le château pour 500 000 € et ils se sont mis en tête de faire renaître ce château en commençant par louer des chambres à des étudiants. Après, il y a un projet de créer un espace de formation, de faire de la production agricole également. Voilà. Et ça coûte entre 300 et 500 € par mois. Pour une chambre d'étudiants, les étudiants sont super contents parce qu'ils disent que le cadre, il est c'est exceptionnel. Pas con. Ça permet à la fois réhabiliter le patrimoine français, etc. Et puis d'un autre côté, loger des gens.
C'est clair. Il y a des spécialistes dans le chat. Hein. Ça coûte cher, mais c'était exonéré de succession, donc ça vaut le coup. Ah, il y en a qui sont renseignés. Je crois qu'il y a des châtelains. Il y en a, ils possèdent du Je château. crois qu'il y a des châtelains. Bravo à eux pour l'initiative. En vrai, je trouve que l'initiative est vraiment cool. Quoi. Et la taille des chambres, c'est pas 9 mètres carrés au Crous. La hauteur sur le plafond doit être stylée. Ouais, ils disent ils ont l'impression d'être un petit peu à Poudlard, tu vois. Ouais, mais ils ont peut-être un peu froid l'hiver quand même. Ouais, sauf si t'as la chambre dans les douves aussi, c'est moins sympa. Quoi. Tu vois, là, on est septembre, octobre. Là, on verra en décembre, janvier. 20 minutes de marche pour les pisser la nuit. Ouais, Oui, c'est vrai. Croise fantôme. Et puis, il n'y a pas les transports en commun qui vont jusqu'au château, d'après moi. Il y avait une petite sur l'infographie, là, t'avais 23 t'avais les lignes de minutes bus. à vélo, t'avais le bus, t'avais la voiture. Ils sont pas si loin, a priori, des lieux Ils se d'éducation. sont organisés, quoi. Bon, vous avez trouvé. Actu 3. Alors, je l'aime, celle-là. Ah. On va au Chili. Un salarié au Chili a décidé de démissionner de son travail alors que rien de négatif lui était arrivé. Il a démissionné. À votre avis, qu'est-ce qui a motivé sa décision de démissionner, ce L'argent. salarié chilien? Alors, c'est exactement une question d'argent. Bah, c'est dans le titre. il a Les gagné. raisons de la démission. Oh Mais il a gagné au le loto, non titre. Il était trop payé. C'est un genre de ça. Il était trop payé, il en avait marre. Vous prenez toutes vos infos, là, vous mélangez, vous avez la bonne réponse. Il a gagné au loto et il était trop payé, mais ça ne va pas ensemble. Non. Et justement, non, mais attends, ouais. Je sais pas. C'était trop pour lui. Enfin, c'est une question d'argent, ça, on est d'accord. Il considérait qu'il coûtait trop d'argent et comme il avait gagné beaucoup d'argent, il n'en avait plus besoin, il a laissé le poste pour quelqu'un. C'est presque ça. Ah, où il s'est dit, je viens bosser gratos, et on lui dit, non, on n'a pas le droit. Et il a dit, d'accord, je me casse. Voilà. Et quelqu'un là dans le chat, voilà, SoFresh, je crois connaître l'histoire, il a eu un excès sur sa paye, oui. Il a reçu à la fin d'un mois 330 fois son salaire habituel. 330 fois. Pas mal. Voilà, une petite erreur du comptable. Waouh. Petit compteur de RH. Et donc il a disparu. Et donc voilà, alors donc Il s'est barré. c'était en mai 2022. Il était assistant dans une entreprise agroalimentaire et donc il a reçu son salaire à la fin du mois 165 millions de pesos, 172 000 euros. C'est bien comme salaire mensuel. C'est pas mal. Moi, c'est à peu près le mien. Voilà, au lieu des vous cacher. 522 euros essentiels habituels. Normalement, il touche 522 euros et là, il prend 170 000. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est barré. Alors, il informe son employeur, il disparaît plusieurs jours, il envoie sa dème, l'entreprise a saisi la justice pour récupérer la somme. Après 2 ans de procédure, la justice chilienne a tranché. Les gars, fallait pas vous tromper. Ah, Non. Non, le mec a pu garder l'argent. sérieux? Oh, Voilà. waouh. Alors l'entreprise n'est pas d'accord, elle veut poursuivre le combat Quel chanceux. judiciaire. On s'est renseigné, en France c'est pas possible, on est allé voir la loi. La loi en France prévoit que l'employeur dispose de 3 ans pour réclamer un trop perçu à son salarié. 3 ans. C'est nul. Ah ouais, 3 ans. Ok, donc pendant 3 ans, ouais, mais ils s'en rendent compte quand même. Je pense que Michel de la Compta. 172 000 euros, tu t'en rends compte. Elle a pris un petit soufflon dans la nuque quand même parce que. Ah oui, elle est virée, hein. Michel, c'est toi qui as, je sais pas, 330 c'est toi qui as viré 330 fois le salaire de. On peut en parler, s'il te plaît? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, alors, Oh, c'est chaud. j'ai rien contre. Voilà, je n'encourage pas la fraude, mais un jour, si vous recevez 330 fois votre salaire, il faut que vous attendiez 3 ans Sachez-le. avant de ouais. le dire. avant de le dire, avant d'en parler, quoi. Mais ils s'en rendent compte quand même. Il y a de Non. fortes chances qu'ils se rendent compte, quoi. Voilà. Je peux te dire que les impôts vont s'en rendre compte avant Aussi, même que toi, aussi, tu aies reçu ouais. ta paye. Et les impôts le Oh, savent dis aussi. donc, l'impôt sur le revenu là. Ah, mais t'imagines, attends. Et si tu payes tes impôts Tu payes et après tes on te im- réclame l'argent. Ah ouais, l'horreur. Tu touches 330 fois ton salaire. Mais bien Ouais. sûr. Du coup, les impôts te demandent Oui. truc, tu Oui. payes, Oui. et après, ton employeur demande de réclamer l'argent. Oui, mais je pense qu'il y a moyen de moyenner, tu vois. Ouais. Voilà, t'expliques. Moyenné. Avec l'URSSAF en moyenne. Alors, je sais pas, Ça, on moyenne pas avec l'URSSAF. Ouais. Ça, je sais. Moi aussi. Je vous embrasse sur ça. Bon, j'aime bien. Bravo la rédaction d'ABP, parce que j'aime bien ces petites histoires. Est-ce qu'on passerait à la Big Press? Avec plaisir. Allez. Plaisir. Je n'attends que ça. Alors, Big Press. C'est le gros dossier de l'émission, voilà, qu'on a intitulé ainsi « Faire carrière, pourquoi faire ?» Je vous donne un petit peu les éléments, et puis vous me dites ce que vous en pensez de ce sujet. Selon une étude de l'organisme de formation Segos sortie il y a quelques mois seulement, une majorité de salariés français refusent d'être promus à un poste de responsabilité. C'est assez étonnant. 56% des responsables RH estiment que les salariés à qui on proposerait une promotion pour devenir management la refuseraient. D'ailleurs, 56, ah oui, plus d'un sur deux, du coup. exactement. Moi, je vous pose la question d'ailleurs au chat. N'hésitez pas. Si vous êtes salarié, par exemple, ou imaginons que vous soyez salarié, on vous propose de devenir manager, donc de prendre un échelon de plus et de gérer une équipe. Est-ce que vous diriez oui? Est-ce que vous diriez non? Ou est-ce que vous me diriez Je ne sais pas. Je suis déjà manager. J'ai des Oui, questions. voilà. Voilà, je suis déjà manager. Ou je ne peux Marie. pas être manager. Est-ce que ça sous-entend qu'on te donne plus de responsabilités sur ta fiche de poste, mais le salaire. Eh ben voilà, Ah. mais c'est souvent ça le Ben, bien problème, sûr. pour être franc. Alors, Bah. moi, je vais parler d'un exemple très concret. Mon frère, ça lui arrive. Mon frère travaille à l'hôpital, il est infirmier. Ouais. Et ça fait des années qu'il lui demande de devenir cadre.
mais il ne veut pas et il refuse. Pourquoi ? Parce que la différence de salaire est pas énorme du tout, c'est très minime. Okay. Par contre, tu as toutes les emmerdes Donc, derrière. C'est-à-dire que tu dois gérer une équipe. Déjà, tu fais plus ton taf aussi. Parce que la plupart aussi des gens, quand ils prennent en échelon, en fait, ils vont juste manager des gens, mais ils vont plus faire le taf qu'ils aiment. Ouais. Surtout les métiers où c'est un peu de terrain, où c'est du contact humain, ou alors des métiers où finalement c'est assez manuel. Tu le fais plus, et donc du coup, tu te retrouves à chapeauter une équipe qui en plus t'aime plus parce que tu deviens le manager. Et oui, ça aussi. Ouais. Tout ça pour un salaire, en fait, un décalage de salaire qui est pas fou. Et moi, mon frère, ça fait des années qui dit non, je suis très bien là où je suis. C'est fou, et il refuse. C'est exactement ce que dit le chat et de choses vécues. Et je les comprends. C'est ce que j'avais fait. Pour le coup, quand je bossais en agence, j'étais passé manager. Parce que j'avais 22 ans, je me suis dit génial, je vais être manager, etc. Je gagnais 100 € de plus sur ma paye. Mais par contre, je faisais plus du tout ce que j'aimais faire, c'est-à-dire mon vrai métier de créer du contenu. Donc j'étais photographe, vidéaste, etc. Tout ça, je le faisais plus. Et par contre, j'avais que des emmerdes de management où je manageais des gens. Donc il y avait des trucs un peu cool. Et en même temps, je me disais, waouh, qu'est-ce que je fais de plus avec 100 € par mois par rapport à toutes les emmerdes, les horaires en plus que je fais, etc. Donc en fait, c'était même plus rentable. Ouais. Et tous mes potes, c'est fou parce qu'en fait, maintenant, on s'en est tous rendu compte. Tous mes potes qui ont 30 ans là, qui sont pile en dessous de manager et qui pourraient passer, qui ont les compétences, etc. J'en ai aucun qui dit oui parce que trop d'emmerde en fait. J'ai plein de témoignages qui vont dans votre sens. Non, vu les galères dans lesquelles se retrouve mon manager, plus de responsabilités pour une augmentation minimum, c'est non. Trop de problèmes, heures à tout va. Voilà, j'ai littéralement des dizaines de messages qui vont dans ce sens. Surtout que c'est aussi une question de génération, je pense, parce qu'il y a une époque où en fait on te disait il faut être carriériste, il faut augmenter dans la hiérarchie, la pyramide sociale, etc. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération, elle a une autre vision des choses et elle a aussi besoin de se reconnecter avec ses envies à elle, avec le fait de se dire, moi, je ne vis pas pour travailler, mais je travaille et puis après, j'ai ma vie à côté. Et quand tu es manager, forcément, tu n'as pas la possibilité et le temps de le faire. Donc, c'est aussi une question de génération, je pense, qui fait que ce chiffre augmente d'année en année. Parce que les gens ont envie juste d'avoir un taf qui leur plaît et d'avoir du temps à côté. Et puis tu vois très vite en plus le plafond de verre en interne dans les entreprises où tu vois très rapidement comment toi tu démarres en bas de l'échelle et on te propose des postes donc tu montes un petit peu mais finalement ton poste il est pas si haut à la fin et t'as un mec d'école de commerce qui arrive qui est au-dessus de toi et toi tu sais que tu auras jamais ce poste là donc t'es arrivé très rapidement à pas être payé des fois beaucoup plus que le SMIC avec en fait beaucoup de responsabilités mais tu sais que ça y est ta fin de carrière c'est ce poste là et rien d'autre. Vous vous souvenez pas cette vidéo qui avait été hyper virale sur les réseaux, c'était une dame qui partait en retraite et il lui avait fait une aide d'honneur, elle travaillait dans un supermarché et il y avait une bannière pour tous les postes qu'elle avait occupés. Donc, elle était passée de caissière à rayon poisson, à rayon boucherie, à rayon fleurs. Et en fait, elle n'est jamais montée en 50 ans dans la boîte. Ouais. Et tu te dis, mais pourquoi en fait, il n'y a pas de... J'ai plein de messages, mais vraiment hyper intéressants et qui éclairent plein d'aspects différents de notre discussion. Gloops, tu perds la sympathie des ex-collègues en devenant leur patron, une horreur. Ouais. Perso, ça rejoint ce que nous disait Ben, je suis dans la technique, si je deviens chef manager, je fais plus mon métier, et c'est non, parce que mon métier, je l'aime. Non, je souhaite rester technicien ouvrier, fier de l'être. Je ne comprends pas pourquoi cet échelon serait moins valorisé que le côté management. On a besoin des deux. On a lancé un sondage tout à l'heure, voyons le résultat peut-être, je ne sais pas si on l'a. Est-ce que si vous êtes salarié, voilà. Oh waouh! 69% de alors c'est extrêmement intéressant. Ça colle à tout. Parce qu'en plus c'est générationnel aussi. C'est incroyable. Alors l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure, justement, avec 56% des responsables RH qui font le constat que s'ils proposent à des salariés de devenir manager, ils disent non. Il y a les causes du refus qui sont mentionnées. La surcharge de travail supplémentaire. Attendu, la pression qui accompagne un poste à responsabilité, le déséquilibre anticipé entre vie professionnelle et vie perso, et une augmentation de salaire jugée insuffisante pour compenser les contraintes accrues. C'est incroyable. Bien sûr. Et puis le fait aussi, moi je l'ai vu beaucoup avec quand j'ai suivi beaucoup de métiers très manuels aussi, mais on le disait, c'est que les gens, ils ont envie de garder en fait un métier qui les fait kiffer, manuel, où justement c'est ce qui les passionne. La plupart des métiers manuels, les gens les choisissent parce qu'ils ont envie de fuir la vie de bureau et d'être devant un ordi toute la journée. Et en fait, quand tu deviens manager, finalement, c'est un peu ce que tu fais. Et donc, ils ont pas du tout cette envie-là. Donc ça joue aussi beaucoup pour énormément de métiers. Ouais. Mais des fois, malheureusement, c'est ce qui creuse des écarts. Il y a peut-être des gens qui le vivent là en salariat, c'est que des fois, tu as des managers qui sont déconnectés de ton métier totalement.
parce qu'en fait, c'est pas les gens qui savent faire le métier qui sont devenus managers de gens qui savent le faire. C'est des gens qui savent pas faire, qui managent des gens qui savent faire. Et des fois, ça te crée des justement, ça rejoint une autre raison pour laquelle les gens n'ont pas envie de se projeter vers des postes comme celui-ci. C'est l'image du manager idéal. 2017, étude Odessia BVA qui montrait que 79% des Français interrogés refusaient déjà en 2017 d'envisager de devenir manager. 79% des personnes interrogées, c'est incroyable. Donc, il mentionnait les causes qu'on a évoquées dans l'étude tout à l'heure, mais l'étude dégageait un autre point intéressant, c'est que les salariés vivaient une frustration de ne jamais avoir rencontré le manager idéal, ce qui ne leur donnait pas envie de le devenir eux-mêmes. C'est exactement ce que disait Ben à l'instant. Manager idéal, celui qui sait motiver ses équipes, qui est expert dans son domaine, qui sait aussi se montrer bienveillant. Voilà. Et en l'absence de ce fameux manager idéal, les salariés estiment que leur manager réel n'impacte en rien leur performance. En gros, ils pourraient bien s'en passer, tu vois. Certains estiment qu'ils seraient même plus efficaces sans lui. Vous, ça vous est déjà arrivé de rencontrer un manager idéal, c'est-à-dire de quelqu'un un peu d'inspirant? Non, non, plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. C'est vrai. Moi, j'ai eu des expériences, surtout dans le journalisme, des red chefs insupportables, qui se foutaient de la gueule ouvertement des gens, qui les rabaissaient et tout. Enfin, un enfer. Marie, t'as rencontré des managers idéaux, toi? Très bon manager. Et en fait, je pense que c'est une question aussi de génération. Aujourd'hui, quand tu arrives dans une boîte qui est pas du tout au stade early stage, tu vois, genre elle est pas en train de se fabriquer, mais elle est déjà très installée avec, tu vois, toute une organisation. Il y a ce fameux plafond de verre. Mais quand je suis arrivée chez Viacom, que j'ai bossé chez Game One, le directeur des programmes, Jean-Marc Dupierre, que j'embrasse parce que c'est vraiment quelqu'un de bien, il a commencé comme cadreur sur l'émission Level 1 et même C++, tu vois. Il était vraiment sur les toutes premières émissions, il était cadreur. Et il s'est retrouvé à grimper. Et en fait, quand il te parlait de la fabrication d'une émission, lui, il savait vraiment de quoi il parlait parce qu'il a participé en écriture, en prod, en réal. Et c'était passionnant de le voir, tu vois, discuter avec toi des projets, des émissions en cours, etc. Parce que c'est quelqu'un qui savait d'où il était parti. Un expert, il maîtrisait son sujet. Exactement. Ben nous le disait tout à l'heure. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand tu arrives dans une boîte, il y a encore ces histoires de quelqu'un qui a monté les échelons très vite, mais c'est de plus en plus rare, quoi. C'est hyper rare de croiser quelqu'un comme ça. Je regarde quelques témoignages. Perso, chez EDF, me dit Rimex, c'est l'enfer. J'ai chez Ronex qui me dit, moi, j'ai eu un bon manager avec qui on faisait des parties de Warzone, c'était plutôt cool. Ah, cool. Ben, toi, t'as rencontré, quand t'étais salarié, t'as rencontré des chouettes managers? Ça parle de EDF. Moi, j'ai bossé à l'époque chez ERDF, qui s'appelle Enedis. Et bon, je sais pas comment ça se passe maintenant. C'était il y a quand même pas mal d'années. Et en fait, moi, je me suis quand même rendu compte que là, le problème de ces grosses boîtes, et je pense que c'est pas juste eux, c'est qu'il y a le problème de toutes les grosses boîtes, c'est qu'à un moment, il faut aussi placer les gens. On vire pas trop les gens. Et donc, des fois, pour mettre au placard, on rajoute un manager. Donc, en fait, tu as un manager passe-plat, tu vois. Le manager d'un manager. Et du coup, tout le monde se retrouve avec quelqu'un qui est en validation, qui doit justifier son poste, mais lui-même, c'est pas pourquoi il est là, parce qu'on l'a pas viré. Et en fait, le problème, c'est que moi, chez ERDF, je faisais l'organigramme. Donc, en plus, ERDF, c'était quand même galère. Tu sais, c'était EDF qui était passé, qui avait fusionné. Il y avait GRDF dedans, etc. Donc, l'organigramme de base était un enfer. Et en fait, je me rendais compte que moi, je posais des questions pour dire, j'ai pas compris, lui, du coup, pourquoi il est là et tout. Je voyais que ça mettait une ambiance. Tout le monde mal à l'aise en mode, oulala. Il faut pas parler de Thierry, tu vois, et même lui, tu vois. Même Thierry, il se dit, je ne sais pas ce que je fais là. Exactement. On me dit qu'on a lancé un nouveau sondage dans le chat qui est intéressant. On a demandé au chat si eux, pour ceux qui ont déjà bossé, s'ils avaient déjà eu un manager idéal, un chouette manager. Ça, c'est très intéressant. Quand même, regardez. Il y a mais c'est sûr que ça existe. Oui. Moi, j'ai eu des très bons mentors. Ça a été plus après. Mais dans des projets artistiques, des choses comme ça. En entreprise, j'ai jamais eu de manager idéal, mais bon, idéal, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Il y a un parent idéal, est-ce qu'il y a un manager idéal et tout? Mais j'ai eu des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont appris des choses, en tout cas, ça c'est clair. Et j'ai une question aussi, mais est-ce que tu as le droit de refuser, on est d'accord, le fait de pouvoir... Oui. Mais par contre, l'entreprise, elle peut à la fin t'y obliger ou pas? C'est-à-dire, ou est-ce que, tu vois, ou même essayer de te dire, à un moment, il nous faut quelqu'un, donc soit tu passes manager, soit tu dégages, quoi, tu vois. Tu vois, légalement, comment ça se passe? Elle peut te mettre une forme de pression, mais après, moi, je l'ai pas vécu, mais j'ai bien envie de demander au chat, parce que je vois plein de témoignages intéressants, parce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous mette la pression. C'est ça, pour devenir manager, que vous deveniez manager en vous laissant pas trop le choix. Après, on dit manager, mais en fait, c'est n'importe quel échelon au-dessus, parce que le mot est un peu galvaudé. Oui, mais... bien sûr. Mais ça peut être surtout. Il y a Demetra qui me dit oui, elle peut t'y obliger. Officiellement non, me dit de partie poison, mais ils sont tellement rapides, on vient de poser la question. Mais exactement, c'est soit tu prends, soit tu pars. C'est-à-dire que je pense que c'est pas légal.
en tant que tel, mais on peut te mettre une forme de pression ou aussi, ça revient au même, quoi. Tu peux t'interroger sur le fait de... Tu vois, par exemple, les délégués de classe. T'as pas forcément envie d'être délégué, mais tu dis, est-ce que j'ai envie que quelqu'un d'autre... Trop bien. Tu vois, traduise un peu mes problématiques d'une manière que j'aurais pas utilisée. Est-ce que finalement, je serais pas meilleure, tu vois? Et je pense que la question peut se poser. Des fois, on s'imagine pas manager, mais quand on imagine qu'on va placer quelqu'un qui va peut-être nous pourrir la vie, on se dirait bien que finalement, on prendrait le poste, tu vois. Ouais. Alors là, j'ai un exemple de super manager, super manageuse, je sais pas si ça se dit. C'est Abilom qui nous le dit. Je suis actuellement au bureau et ma manager trouve trop cool que Samuel Etienne fait une matinale sur Twitch. Donc là, c'est un exemple de bon manager. Très bon manager. Tout à fait. Bon. Merci beaucoup. Merci. À tous les deux. Il y a dans notre équation, il y a aussi le partage vie pro. Vie perso. Bah oui, on le disait. Ça... Le manque d'envie des Français d'avoir des responsabilités peut être aussi mis en perspective avec le fait que le rapport au travail, il est en train de changer, très vite. Selon une étude de la fabrique Spinoza, en 30 ans, les chiffres ont drastiquement chuté. En 85, le travail était considéré comme très important pour 60% des interrogés. On est tombé à 25% en 2024. 25% des gens interrogés aujourd'hui qui disent ouais, le travail est très important pour moi, 60% en 85, et avec un travail qui est de plus en plus vu comme une contrainte. J'ai une étude IFOP 2023 qui montrait que 58% des Français considéraient le travail comme une contrainte. C'est beaucoup. 58%, 9 points de plus par rapport à 2006. Ça aussi, ça joue. Ben bien sûr que ça joue. Et pareil, puis ça rajoute du stress. Et puis, comme on le disait, les gens ont juste envie d'avoir une vie à côté du travail et pas juste de travailler de vivre pour travailler, quoi. Tu vois, et ça c'est générationnel, vraiment. Je pense qu'il y a la réalité de la promesse qui, il y a quelques années, était plus vous allez travailler, plus vous allez gagner, et vous allez pouvoir faire votre carrière entière dans cette société, et on va tout vous donner, vous allez avoir des avantages incroyables, qui n'existent plus aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un moment aussi où tu dis, si de toute façon on est un peu à salaire égal, à conditions égales un peu partout, autant que je kiffe ma vie et que je profite des avantages qu'il y a et que j'ai une vie perso et qui m'épanouisse. Et puis maintenant, les gens changent aussi beaucoup plus d'entreprise, de secteur, etc. À une époque, tu rentrais dans une entreprise, tu faisais toute ta carrière dans la même entreprise et le but c'était de gravir les échelons. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, les gens font, c'était quoi en moyenne 7 métiers différents dans leur vie, enfin 7 postes, 7 entreprises différentes dans leur vie, parce que en fait, tu changes complètement de carrière, tu fais plein de trucs différents, voilà. Les nouvelles générations d'hommes ont de plus en plus envie de profiter de leurs enfants aussi. Alors qu'avant, c'était clairement acté. Moi, j'ai grandi dans une société, dans une famille, c'est normal qu'il y ait le père qui ramène l'argent, et donc s'il n'est pas très présent, c'est aussi son rôle, quoi. Il y a quand même beaucoup moins ça aujourd'hui. Ouais, l'évolution du modèle familial aussi. Oui. Il a des conséquences sur notre rapport au travail, quoi. Bien sûr, complètement, ouais. Et c'est pour ça que c'est enfin moi, en tout cas, je suis pas du tout choqué d'avoir des chiffres comme ça. Il y a plus de la moitié des Français qui. Ouais, Azion nous dit il faut travailler pour payer tes factures. Voilà à quoi sert le travail. Alors après, les créateurs de contenu, on est mal placés parce que du coup, en étant à notre compte, on choisit. Oui, puis on a un travail passion. On en a déjà parlé. Le métier passion, ça devient un travail. Donc la passion, elle s'amenuise. Ça devient aussi notre dimension, parfois peut-être plus insidieuse, parce que quand tu sais déjà que ton travail te plaît pas, il y a plus de chances qu'ils finissent par te plaire que, ou rester dans une continuité de te déplaire. Alors qu'un métier passion, quand tu le commences et que tu commences à en vivre, t'imagines très mal que demain, tu vas détester ce que tu fais. Et la chute, elle est dure, quoi. Oui, bien sûr, ça fait partie des choses. Donc, effectivement, aujourd'hui, tu vois, moi, je fais pas de montage pour mes vidéos de vacances, quoi. C'est pas possible, parce que je fais déjà trop pour le boulot. C'est un peu pareil. C'est devenu plus du tout une passion, le montage, pour moi. Alors après, moi, pour le coup, j'en pouvais plus du salariat et je voyais que c'était pas adapté à moi, donc j'ai tout donné pour. Et c'était difficile d'arriver à ce stade-là. Maintenant, aujourd'hui, au stade où j'en suis, oui, j'ai des problématiques. Mais je me dis, moi j'ai commencé à 26 ans ma chaîne YouTube, et donc j'ai bossé de mes 18 ans à 26 ans. Je me dis, tous les trucs que j'ai fait, je me dis, mais évidemment que, tu sais, les moments où je me plains, je me dis, quand même ça, j'ai pas envie de faire ce montage, cette émission ou ce partenariat, je sais pas si ça me plaît, etc. Tu sais, je repense au feeling juste de me réveiller à 6 heures, de me dire, aujourd'hui je vais être dans une salle noire, je vais être sur le rebut d'un tapis roulant d'une entreprise, tu sais. Je me dis, je vais avoir mal au dos et tout, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je raconte là? Du tout la même pénibilité. Exactement. Oui, mais on a une chance, ça c'est sûr, on a une chance incroyable. Enfin bon, ça fait j'ai l'impression que ça fait un truc où on est là en train de se congratuler tous de nos vies là, mais non, mais de se dire peut-être que nos situations elles sont pas. Mais nous on a des situations particulières. Voilà, elles sont particulières. Voilà. En tout cas, moi j'ai l'impression de retrouver le sens que j'avais perdu au travail
de le retrouver pour moi, ne serait-ce que, mais d'ailleurs c'est créateurs de contenu, mais c'est même tous les gens qui se sont mis à leur compte, et ça c'est quand même une grosse tendance où il y a de plus en plus de gens qui préfèrent se mettre à leur compte et qui sont dans l'entrepreneuriat, Parce que ces gens vous regardent aussi, bien sûr, et vous écoutent et vous voient peut-être plus épanouis et se disent attends. Oui, après c'est des formes de pression différentes. Oui, bien sûr, mais je te dirais, Parce qu'on parlait des managers, moi j'ai plus de 400 000 managers en fait. Tu vois, c'est pareil. Oui, c'est le même principe. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que nos parents et nos grands-parents avaient vraiment la possibilité de dire oh ça me plaît pas, je me casse. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais ils ont des modèles, des rôles modèles qui leur disent moi j'ai fait ce choix de me reconvertir ou de tout donner pour une carrière d'indépendant et ça a fonctionné. Ouais. Peut-être qu'il y a aussi ce côté ça peut marcher pour moi aussi. Après c'est clair qu'il n'y a pas de modèle parfait et on voit tous les gens qui sont lancés à leur compte. En fait, je crois qu'il y a 90% des auto-entreprises qui crèvent dans les 3 premières années, un truc comme ça. Enfin, il y a des réalités qui sont vraiment compliquées et c'est aussi très précaire d'être à son compte. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, tu as une large palette qui permet de choisir selon... moi, j'ai des potes, ils me disent, mais jamais de la vie, je peux être à mon compte, quoi. Moi, il me faut un cadre, en fait, aujourd'hui, tu peux plus choisir ton rapport au travail. Ouais. C'est un peu ce que disait Marie aussi. Que plus de possibilités. Mais justement, je voudrais finir sur cette question. Est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, c'est mal vu aujourd'hui de vouloir faire carrière? Est-ce qu'on a je suis volontairement un peu choquant dans ma formulation. Ouais, est-ce qu'on a le droit d'être carriériste aujourd'hui? Je pense que oui. Bien sûr que oui. Est-ce que c'est pas mal vu de dédier une part très importante de sa vie à son travail? Je sais pas, pour certains ça va être mal vu, pour d'autres non. Après, mais par la société globalement. Tu vois, je pense pas. Quand on voit les chiffres qu'on je pense pas, parce que je pense que t'as le droit d'être carriériste, tu vois, mais c'est juste que il y a aussi beaucoup de gens qui aujourd'hui trouvent que c'est pas une nécessité. Ouais. Tu vois, c'est plus ça. Mais il y a des pressions différentes si tu es déjà un homme ou une femme. Parce qu'il y a des tranches d'âge où moi, toutes mes potes, là, on a tous 33 ans, qui sont carriéristes, là, elles commencent maintenant à avoir une pression énorme de la société en mode c'est cool, mais en fait, c'est pas une réussite de vie, t'es 6 cas par mois, etc., parce que t'as pas d'enfants, t'as pas de famille, etc. Ouais. Donc elles-mêmes, des fois, elles sont un peu persuadées qu'elles sont heureuses, mais en fait, on leur met la pression de non, mais en fait, t'as pas accompli ta vie. Donc il y a déjà cette pression-là, que les hommes ont quand même un peu moins. Et après, j'ai l'impression que, on a du mal avec l'argent en France, c'est plus ça, c'est la réussite par rapport aux Américains, tu vois, où tu vas dire je gagne 2 millions en truc, les gens vont faire yes, génial, t'es trop fort. Aujourd'hui, on va avoir un truc de super, t'as écrasé qui pour être aussi riche. Mais après, globalement, après, on est à Paris aussi là. Peut-être que Paris, il y a moins de pression parce qu'on voit beaucoup de gens carriéristes, beaucoup de gens un peu solitaires, etc. Peut-être que dans d'autres villes, selon ton entourage et tout... Il y a des avis très partagés sur le sujet. Tu vois des gens qui disent non, c'est pas mal vu. Au contraire, moi, c'est l'inverse. Je suis pas carriériste et dans ma boîte, ça passe mal. Ça dépend vraiment de beaucoup de situations individuelles. J'ai aussi de Parti Poison qui me dit, pour moi, ça dépend avec quelle méthode tu veux gravir les échelons aussi. Si c'est en écrasant tout le monde, non merci. Oui, mais ça, bien sûr. Je crois que la perception, on dit de la société, mais il faut resserrer le scope et même le ramener à tes proches. Si tu veux pas monter en grade, on dira de toute façon, il n'a jamais eu d'ambition. C'est hyper dégradant. Parce qu'il y a quelqu'un qui le disait dans le chat. Moi, j'aime que être technicien, ce soit valorisé, parce qu'il faut de ces gens-là aussi. Tu vois, donc il y a ce côté de il n'a jamais eu d'ambition, il sera jamais big boss. Et puis il y a aussi ce côté de il est temps de faire des enfants, quoi. Ce que tu disais. Et en fait, t'es jamais dans la bonne solution. En fait, faites bien ce que vous voulez. Si vous voulez mener votre carrière et que vous voulez pas d'enfants, grand bien vous fasse et personne n'a à vous juger. Et si à contrario vous voulez une vie de famille et le travail ce n'est pas essentiel, personne n'a à vous le reprocher, quoi. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est les mentalités, même au plus proche de soi, de la perception des autres sur votre modèle de vie. Il n'y a que vous qui pouvez en juger. Hein. En tout cas, on a vu les chiffres sont quand même extrêmement parlants. L'évolution du rapport au travail, il est en train l'évolution, elle se fait à vitesse grand V. Alors, ce serait hyper intéressant de projeter dans 20-30 ans et de voir ce qui est devenu. Il n'y aura plus de manager. Il n'y aura plus de manager, il y aura que l'IA en manager. Et je vois un merci Marie. Il y en a aussi pour vous les garçons. Hein, mais, apparemment, pas tant que ça, quoi. Mais bon. Pas besoin d'être rassuré. Je suis très bien. Tout va bien. Je crois qu'il est l'heure de passer à notre rendez-vous post-it. Merci à notre partenaire pour cette émission, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui nous accompagne dans ce MVP aujourd'hui. Alors je pense qu'on a tous le souvenir d'un ou d'une prof qui nous a marqué positivement. Ouais. En plus, en général, on se souvient de son nom, on pourra en parler. Ouais. Hein, soit parce qu'il expliquait bien, soit parce qu'il était inspirant, ou soit parce qu'il nous a rendu curieux sur un sujet. Et être professeur, c'est ça. Hein, quand ça se passe bien, voir ses élèves progresser, grandir, se dire qu'on a contribué à leur donner les bases, qui vont les suivre, les accompagner toute leur vie. Toi, c'était quoi le prof doudou?
Le ou la prof doudou. Prof d'histoire-géographie, fin de primaire, monsieur Delamarre, je crois. Monsieur Delamarre. Ouais. Et toi? Il est toujours vivant ou pas, Samuel, tu penses? J'ai tellement pour dire que j'ai cherché sa trace il y a quelques années, et oui, il est toujours vivant. Oh. Génial. J'ai essayé de rentrer en contact avec lui, mais j'ai pas réussi. Oh. Ouais. On l'embrasse. Pour lui dire à quel point il avait compté pour moi. Moi, Madame Dufour, professeure de français, on dit les blagues. Aliendé à Aéroville-Saint-Clair. Moi, je dis tout. Et en fait, elle me faisait un peu peur. Mais là où elle était inspirante, c'est qu'elle était un peu folle. Et il y avait un truc où je me disais, on peut se permettre d'être un adulte un peu fou. Tu sais, dans ses explications de texte, elle partait un peu dans tous les sens. Et même si des fois j'avais un peu de recul de me dire, bon, je crois que l'auteur a pas voulu dire ça, je me disais, quand même, là, elle se permet d'avoir un savoir-être de liberté qui m'a grave inspiré. Et toi? Moi, c'est Madame Exignotis, prof de biochimie. Bien, on se tient tous des noms et tout. Prof de biochimie en première et terminale, parce que je faisais un truc sur la laboratoire, en gros, en études, et elle était incroyable sur la façon qu'elle avait d'être pédagogique et d'être, tu vois, il y avait un côté maman, en fait, hyper rassurant, et à la fois, elle était passionnée par ce qu'elle disait, et c'était une prof, pourtant, on était une classe un peu turbulente, mais tout le monde écoutait pendant ses cours, parce que c'était incroyable la relation qu'il y avait, tu vois, où elle te mettait en confiance, et c'est mignon parce que elle transmettait des choses. Me donne des noms de profs. Voilà. Je vois des Monsieur Kamali, prof de maths. Voilà, j'ai des exemples. Marie? Moi, c'est Monsieur Chavassieux, qu'on appelait Monsieur Savachier, au lycée Nevers, parce que tout le monde l'écoutait avec beaucoup de respect, prof d'histoire géo. Lycée Nevers à Montpellier, gros bisous. Et c'était un prof extraordinaire. Ah, t'as fait tes études à Montpellier, toi? Ouais. Et avant d'accueillir notre invité, le message que je vais vous passer, c'est que demain, ça peut être aussi vous, ces enseignants, ces profs dont on est en train de se souvenir des noms. Avant, le concours pour devenir professeur était ouvert uniquement en Master 2. Je ne sais pas si vous le savez, ils sont aujourd'hui également accessibles dès la licence 3. Les L3 qui auraient le concours suivraient ensuite un master rémunéré pendant 2 ans. Donc, si vous avez envie d'enseigner, de transmettre et d'accompagner les élèves, vous avez plus d'informations dans les concours et les dates d'inscription avec le lien qu'on met dans le chat juste là qui va se mettre. Donc, si vous avez envie d'enseigner, de transmettre, d'accompagner les élèves, plus d'informations avec ce chat. Et pour nous parler de ce beau métier, on reçoit aujourd'hui Clara, qui est professeure de français. Bonjour. Salut Clara. Comment ça va, Clara? Ça va. Je suis un peu malade. Allez, on se décale. C'est bon. Je suis content d'être Non, je suis pas prof de primaire. Normalement, ils n'ont plus de pouls au lycée. Clara, je suis sûr que vous êtes une professeure dont les élèves, dans quelques années, se souviendront du nom en disant que Clara, elle était super, elle est inspirante, non? J'espère. Ils connaissent pas trop mon prénom, donc. Mais ouais, j'espère. Oui, hein. Pourquoi ils connaissent pas trop votre prénom? C'est plus le nom de famille. C'est Madame. Prof au lycée. D'accord, ok. Ils m'appellent Madame. Ils m'appellent pas par mon prénom. Ah ouais. Voilà. Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous, on se rappelle souvent plutôt des patronymes que des prénoms. Complètement, non, bien sûr, parce que c'est ça. Normalement, il y a aussi, c'est une question de respect envers le professeur, et puis surtout, c'est logique, quoi, à un moment. Ouais. Clara, vous êtes prof de français. Donc en collège, au lycée. Au lycée. Vous travaillez en région parisienne et en parallèle de ce métier, vous avez travaillé comme lectrice pour les maisons d'édition. Absolument. Aussi. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'enseigner, vous? Est-ce que c'est une vocation? Quelque chose qui remonte à très loin ou pas? Non. C'est pas une vocation, mais justement, comme je travaillais en maison d'édition, il y avait des horaires ultra stricts. Et moi, c'était pas ce que j'adorais, donc j'avais envie d'un truc un peu plus libre. Et du coup, et par ailleurs, c'est pas hyper bien payé l'édition. Mon prof, c'est pas non plus une folie, mais c'est mieux payé. Et du coup, c'est aussi ces raisons-là qui ont fait que je me suis tournée vers ce métier-là, et parce qu'il y avait plus de liberté aussi dans la manière dont on mène ces cours, quoi. Mais il y a aussi tu vois, la passion de transmettre. Enfin, il y a ce truc aussi de transmission. Oui. Ou pas? Toi? Si, non, mais clairement, ça, je vois pas trop comment on peut être prof si c'est pas. Ouais, s'il n'y a pas cette envie-là. S'il n'y a pas cette envie-là. Ouais, c'est mais ça. il y a un mot très intéressant qui vient de prononcer par Clara, c'est liberté. Et c'est une question que je voulais vous poser, c'est dans l'organisation des cours, est-ce qu'on est tenu à le programme créer un cadre extrêmement strict duquel il est difficile de sortir, ou au contraire, on a cette liberté? Ça dépend des classes, ça dépend des niveaux, en fait. Ok. Par exemple, en première, il y a le bac. Et le bac, je pense, c'est un peu le même, en fait, depuis 20 ans, 30 ans. Donc, en gros, il y a des œuvres. Non, mais pardon, je sais pas quelle âge vous avez. Ça a changé après ça, non? Moi, j'ai 22 ans. Mais en gros, il y a des œuvres au programme. d'études. Du coup, là, on a moins de liberté, mais il y a quand même une part de liberté parce que on choisit parmi des œuvres, et en seconde, par exemple, il y a vraiment une grande liberté. Donc, ça dépend des niveaux. Mais globalement, si, on fait quand même un peu comme on le souhaite dans sa classe. Dans la mesure. Encore
C'est encore bac parce que non, je crois que c'est fini, ça. Ah non, il n'y a pas bac LES. Il y a des. Toi, c'était pas F12, F15, c'était pas la bataille navale, toi? Il y avait du A, B, C, D. Il y avait déjà du F peut-être, il y avait du G aussi. Oui, c'était ça, ouais. Ah ouais. Et maintenant, c'est les options, c'est ça. C'est des spé. Des spécialistes, voilà, c'est des spé, mais qui ont reproduit quelque part. C'est assez rare que les gens choisissent des choses complètement opposées. Donc oui, ça recoupe. Quelqu'un qui prend un bac avec des options maths et physique, des spé, c'est fort. Tennis de table, c'est l'ancien bac C, le bac Z, qui est après devenu le bac S. Voilà. Et là, on s'écarte de notre propos parce que vous êtes prof de français. Oui. Et le choix de cette matière, c'est un goût particulier pour le coup, c'est vraiment un goût particulier. En fait, je me suis dit que j'aurais pu être prof de sport. Oui. Mais en fait, quand même, c'était plus logique que je sois prof de français. Donc oui, ça, clairement, c'est le goût de la littérature. Tu peux faire les deux, peut-être. Ce serait drôle. Ouais. Madame Bovary en lancer de poil, hein. J'adorerais faire les deux. Après, ça, c'est assez rare. Mais oui, je pourrais. J'ai une question sur la liberté, justement. Alors, pas sur le fait de pouvoir vraiment marger sur le programme, mais plus la liberté de ton. J'imagine qu'aujourd'hui, les profs d'aujourd'hui, s'ils ont votre âge, c'est pas les profs que moi j'ai eu quand j'étais au lycée. Il n'y avait pas Internet, il y avait Internet, mais c'était bon, voilà. Vous, aujourd'hui, vous avez des exemples plus concrets, peut-être, à donner aux élèves. Est-ce que vous utilisez ces méthodes en leur parlant, par exemple, de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux? Vous prenez cette liberté de ton et de médias, de support aussi pour expliquer un concept? D'essayer de me rapprocher d'eux, vous voulez dire? Ouais. Genre, qu'on ait un peu la même réalité? Par exemple, expliquer un texte de Madame de Bovary et faire le parallèle avec une vidéo de Ben Never, quoi. Alors, qui est parfait pour expliquer Madame Bovary. Bien sûr. Oui, ça m'arrive de faire des rapprochements avec des choses dont je sais que ça leur parlera certainement plus qu'un texte de Flaubert, parce que c'est absurde de penser que l'entièreté des élèves, dans l'entièreté des classes sociales et dans l'entièreté de France, ont lu Madame Bovary à 15 ans. Donc oui, ça fait sens, j'essaye de le faire au maximum. Après, je consomme pas l'entièreté de YouTube, donc je peux pas le faire avec tous les contenus possibles et imaginables, mais avec ce que je connais moi, j'essaye de le faire au maximum. Mais avec la musique aussi. J'allais dire, moi, je fais beaucoup plus avec la musique. Ça marche. Parfois avec YouTube, mais quand même plus avec la musique. Je sais pas, je leur parle de Shai ou de genre Aya Nakamura parce que ça leur parle. Après, je fais pas des explications de texte de ça, hein, je reste dans les clous. T'es pas sur l'allitération, l'assonance, le truc de. Non, parce qu'en plus, c'est un peu de la récupération. Je suis pas hyper fan de ça. Par contre, faire un parallèle, oui, ça à fond, je le fais beaucoup. Tu vois, moi, ça m'aurait marqué en étant plus jeune. Qu'un prof se modernise dans sa façon d'expliquer, je trouve que c'était très rare. Tu vois. Et c'est peut-être pour ça que ça nous marquait. Oui, c'est ça. Quand des profs, le professeur dont je parlais tout à l'heure, moi, c'est de professeur de géographie, il utilisait le télégraphe, un truc très récent, quoi. Tu vas te moquer, mais un jour, il a débarqué avec des caméscopes en classe. Bon, c'était les premiers caméscopes, et il nous a dit, les gars, je vous le prête. On a 10 ans, on a 12 ans, et vous allez faire des films, vous me les montrez, tu vois. Oh, super. C'est des trucs comme ça aussi. Alors, ça fait rire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était révolutionnaire, quoi. Ou alors, il nous parlait, c'était le début de la stéréo. Avant, on écoutait tout en mono. Donc, c'était le début de la stéréo. Et un jour, les gars, ils lui disent, vous parlez de la stéréo, vous savez même pas ce que c'est. Et ce prof d'histoire-géographie nous a donné un cours sur la stéréo, ce qu'était la stéréo, tu vois. C'est génial. Et oui, et je me rappelle aujourd'hui encore, littéralement. C'est un prof de techno, en fait. Non, mais c'est fou, mais 30 ans après. Tu vois, donc c'est fou comment un prof peut marquer. Tout à l'heure, on parlait de diplôme de formation. Clara, vous, comment vous avez fait pour de devenir prof, du coup? Alors, j'ai pas filé droit directement vers ça. J'ai fait une prépa, lettres, Hippocagne et Cagne. Ah ouais? Ensuite, j'ai fait une licence lettres et arts. Ensuite, j'ai travaillé dans l'édition. Ensuite, chez Stock. Ensuite, j'ai fait du théâtre. Ça m'a un peu saoulée, je dois dire. Voilà. Et ensuite, c'était le Covid. Et j'ai passé l'agrég. Donc j'ai passé l'agrégation. Bravo. Après le Covid et ensuite j'ai été prof. L'agrég Covid. En fait, pour tout vous dire, l'année Covid, j'avais pas envie de passer l'agrég parce que c'était en Zoom. L'horreur, comme pour les élèves en fait. Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai essayé un mois. Je me suis dit non, en fait, j'ai pas envie de faire ça dans ces conditions. Donc j'ai passé l'année post-Covid. Où je pouvais avoir cours en fait. Donc agréger la classe quand même. C'est mieux en matière de salaire aussi. Oui, bien sûr. Il y a la grille salariale aussi sur les professeurs en fonction effectivement des différentes qualifications qu'on a, l'année d'ancienneté. Enfin après c'est du public, donc la grille c'est des échelons, tout est public d'ailleurs. Mais j'avais aussi une question parce que les profs, contrairement aussi à l'idée reçue qui dit que les horaires ils sont réduits, etc. machin pour les profs. En fait, toi ton taf il s'arrête pas aux portes du lycée. Non, il s'arrête pas aux portes du lycée. Il continue chez toi. Absolument. Il commence avant le cours.
et ils se poursuivent après. C'est pour ça. Oui. Donc, comment ça se passe une journée? Est-ce que tu peux nous raconter une journée de prof? Comment ça se passe 996. Voilà. Bah après, oui, c'est certain que c'est pas juste les heures qu'on passe devant les élèves qui sont les seules heures travaillées. Ceci dit, je vais pas mentir qu'il y a quand même un avantage. Je parlais de liberté où si j'ai envie d'être chez moi un mardi après-midi, je peux. Ce qui n'est pas le cas dans un travail salarié forcément. Mais du coup, une journée de prof, bah, j'avoue que quand je rentre, moi, je corrige pas mes copies directement. Je fais pas ça tout le temps. J'essaye de me laisser un peu de temps. Et si mes cours sont pas prêts à l'avance, ce qui est normalement pas le cas, je les prépare le soir. Mais sinon, ça se goupille comme on le souhaite. C'est ça qui est bien. Je peux travailler quand j'ai envie. C'est liberté. C'est ça. Que gérer ton propre planning. C'est-à-dire, si j'ai envie de travailler le jeudi soir, je le fais. Mais si je préfère travailler le dimanche après-midi, je le fais. Il y a quand même une forme de... C'est malléable. Et ça, moi, j'aime bien, en tout cas. Okay. Et pendant les vacances, parce que tu sais, on a tendance à dire, les profs, ils ont tellement de vacances et tout. Mais est-ce que toi, pendant les vacances, il y a aussi des temps où bien sûr, les vacances courtes, genre... Toussaint, février, tout ça. Là, vraiment beaucoup. Les grandes vacances, je pense que ça dépend vraiment des profs. Moi, j'aime bien être un peu plus tranquille pendant les grandes vacances. Mais les vacances qu'il y a tout au long de l'année, là, je travaille beaucoup, pour le coup. C'est tout le temps les moments où je corrige beaucoup, où je leur donne des trucs avant. Donc, ouais, c'est pas des vacances où j'attends. Mais l'avantage, c'est que tu peux corriger ça n'importe où. N'importe où dans le monde. Ouais, n'importe où dans le monde. Après, j'essaye parfois dans le RER et tout, mais en fait... ah oui, j'étais plus sur des plages à Cancun, moi. Mais après, tu fais ce que tu veux. En juin, quand on doit corriger le bac, je le fais en Normandie. Faut pas perdre les copies, ou à Saint-Tropez, voilà. On me parle d'un sondage. Alors, Paul qui est en régie, désolé, tu es très très faible. Donc à chaque fois, je suis en mode Léon, on l'embrasse. C'était dur Léon Zitrone, tu sais, en disant oui, qu'est-ce que vous dites en régie? Paul, tu parlais d'un sondage? Est-ce qu'il est très haut en fait? Ah ok, très bien. Alors n'hésite pas à en parler avec le son parce que vraiment tu es faible. Pas très très fort. Moi j'avais une question, c'était sur le souvenir de ton premier cours. Est-ce que tu te souviens de ce premier cours? Ouais. Il a un souvenir particulier? Bah juste j'étais atrocement stressée en fait, parce que quand on prépare les concours, surtout l'agrégation, mais c'est aussi vrai pour le CAPES, c'est très théorique en fait. On n'a pas affaire à des vraies classes et du coup la veille du cours, on n'a jamais vu aucun élève devant soi. Donc c'était atroce. J'ai fait une crise d'angoisse la veille et après sur le coup ça allait. Mais oui, j'ai le souvenir que juste faut être seul face à 30 personnes qu'on connaît pas. Le théâtre t'a pas aidé justement à habiter un petit peu la scène, quoi? Bah peut-être, mais on oublie. Enfin, sur le moment, je sais pas. J'avais juste peur de comment ça allait se passer, et ça s'est bien passé. Mais je me souviens en fait surtout du stress avant. Mais capter l'attention de 30 regards pour la durée d'un cours. Non mais non, il y a perdu, je vais dire. Mais ouais, alors je sais pas si. Et surtout pendant autant de temps aussi, pendant 1 heure, 2 heures. Après, je me leurre pas. Hein. Je pense pas que les 33 personnes m'écoutent pendues à mes lèvres 2 heures d'affilée. J'ose espérer qu'ils le font un minimum, et c'est mon but. Mais oui, j'essaye. Mais d'ailleurs, c'est fatigant, quoi. Voilà. Mais ça se fait. Enfin, j'espère que ça se fait. Est-ce que tu leur dis des phrases de prof, genre moi, c'est pour vous, le bac, je l'ai déjà eu. Vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue. La pire classe. Non, mais c'est horrible parce que je pensais pas. Et en fait, je me rends compte en racontant à mes potes qui se foutent de ma gueule que je dis des phrases de prof, mais quand je leur raconte une histoire, ils me disent, mais t'as vraiment sorti un truc pareil. Comme quoi, par exemple? J'essaie de me souvenir, en fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Un truc qui avait fait hurler de rire ma meilleure amie, mais je me souviens plus. Ouais, des trucs comme ça. Pas vous êtes la pire classe, que ça c'est horrible. Ouais, ça. Mais est-ce qu'ils savent qu'il y a une phrase que tu prononces et là il faut vraiment faire silence, quoi. Je tiens. Est-ce qu'il y a un peu de base, quoi? Je sais pas, je suis juste désagréable en fait quand vraiment ça me dérange trop. Ouais. Je leur dis en fait. Je sais pas, ça me dérange. Moi, je fais des trucs comme t'as dit. Ouais. Moi, je suis là pour vous, en fait. Des trucs, le bac, j'ai déjà eu. Ça, pas jusque-là, mais oui, tu te retrouves à dire des trucs hyper clichés. Ça t'y échappe pas trop. Ouais. Mais c'est normal. Après, le métier de prof, tu trouves qu'il évolue aussi ces dernières années? Ça fait que 4 ans, moi. Donc, mais par rapport, toi, par exemple, à l'époque où tu étais à l'école, par exemple, où tu as connu le métier de prof, la vision que tu avais, et puis maintenant, dans la réalité. Mais moi, c'est biaisé parce que j'étais pas dans le même type d'établissement où je suis aujourd'hui. J'étais Paris Intramuros. Et là, je suis quand même dans d'autres types d'établissements. Donc, je saurais pas dire ce qui tient de l'évolution du métier, du changement du lieu. C'est ça. Parce que le lieu dont tu parles aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce qu'on est en zone d'éducation prioritaire? Au lycée, il n'y a plus vraiment ça, ça s'appelle politique de la ville, mais oui, en gros, c'est un peu ça. D'accord. Et donc, du coup, c'est pas exactement les mêmes conditions.
Voilà, puis, du coup, je ne saurais pas dire à quel point il y a une évolution. Je sais que moi, je ne fais pas des cours magistraux, jamais, parce que c'est impossible, ça va saouler les élèves. Mais moi, j'en avais, mais je ne sais pas, encore une fois, ce qui tient... Mais on va plutôt vers un truc moins cours magistral. Hein. Normalement, c'est ça qu'on nous demande, de ne pas parler pendant 1 heure sans qu'eux n'interviennent jamais. Bien sûr. Et donc, l'inverse du cours magistral, c'est quoi? C'est plus d'interaction avec... C'est de l'interaction. En fait, la télé et Twitch, c'est le même principe. Tu as l'interaction du chat, c'est pareil. Et l'idéal absolu, c'est que ce serait eux qui construiraient le cours. En fait, que toi, tu es vraiment là pour être une sorte de... De manager. Mais ça, c'est dans l'idéal, ça. Voilà. Oui, parce que non, mais en fait, c'est vrai, si eux co-construisent le cours, en gros, forcément, ils vont être beaucoup plus impliqués. Mais ils sont actifs déjà. Ils sont actifs, plutôt que d'écouter juste déblatérer, etc. Exactement. En fait, on est sur quelque chose, et je comprends qu'on aille là-dessus. J'avais une question aussi. Comment tu choisis là où tu vas travailler? Est-ce que c'est une question de vœux? Tu as le droit de choisir? Comment ça se passe? Faut se couper un bras. Hein, il n'y a pas de système de points. C'est un système de points, mais en gros, quand on est jeune prof, on choisit. On choisit dans une limite, dans une certaine limite. Moi, je suis à 1 heure de chez moi, par exemple. Ce qui est un peu pénible. C'est pas 4 heures, c'est pas abominable, mais je sais qu'il va falloir que j'attende un petit moment avant d'être plus proche. Après, c'est parce que je suis dans Paris. Hein. Je pense que. Mais c'était pas assez pour déménager, c'est ça qui est pénible en fait. C'est soit tu déménages, moi je voulais pas quitter Paris aussi. Voilà. Oui, mais par ailleurs, je pense que c'est pas si vrai dans d'autres régions. Il y a des régions où les gens arriveraient à être beaucoup plus proches de ces jeux. C'est parce que j'ai voulu rester dans Paris aussi. Hein. Moi j'ai une question sur les blagues que font les élèves, parce que qui sont trop mignonnes de Fox. Est-ce que les élèves collent encore des cartouches d'encre au plafond? Je crois qu'il n'y a plus de cartouches d'encre, mais bon, il y a blague, il y a coussin péteur. Oh là là, oui. Ça me mettrait trop mal. Donc non. Mais il y a blague, mais plus ils sont un peu ironiques, mais ils me font rire. Mais plus dans leur répartie. En fait, ils ont une bonne répartie. Ils sont plutôt marrants, plus que des trucs. Moi, si je jette des trucs, ça m'amuse pas. Mais la répartie, ça m'amuse. Ça, c'est pas mal. Ouais. Et ils sont drôles. Et tu ris, du coup, parfois, ou tu essaies de te restreindre et de te dire non, j'ai pas le droit de rire? Ça va saper mon autorité. Ça dépend, en fait. Parfois, je sens que c'est pas une bonne idée de rire. Parfois, si c'est pas irrespectueux, que c'est vraiment marrant, là, oui, je ris. C'est lire l'atmosphère. Oui, c'est un métier, tu peux le prendre cool. Enfin, je veux dire, tu peux. Surtout, je pense qu'il faut être un peu flexible. Parce que c'est hyper rigide, ça met une ambiance pourrie, en fait. Et s'adapter à la classe. Je voulais te poser la question parce que tu es une femme, jeune, t'es jolie. Il faut s'imposer dans une classe où, a priori, ils peuvent se dire on peut être pote avec elle. Comment établir cette frontière de si tu l'établis, de l'auto, tout en gardant du lien avec les gens. C'est ça, garder le lien tout en posant le cadre. J'ai jamais eu trop de soucis. Je les trouve assez respectueux. En fait, j'ai même pas eu besoin de remettre les choses au point parce qu'en fait, je suis jamais tombée sur des élèves qui outrepassaient cette limite-là. Ou à la rigueur, j'ai des BTS, ils sont un peu plus âgés, donc la différence d'âge, elle est moins grande. Et là, à la rigueur, il y a plus une porosité. Mais avec les lycéens, franchement, ça se fait tout seul, en fait. Ils savent rester... Ils sont sympas. Tu arrives à mesurer l'impact positif que tu vas apporter à des élèves entre le début et la fin d'une année en te disant, je leur ai apporté ça, je vois comment ils ont pu évoluer, il y a des choses qu'ils ont... Ouais, je pense... Enfin, tu arrives à le voir? Oui, et surtout, et ça c'est le truc le plus agréable au monde, parfois ils envoient des messages. Donc, je pense qu'ils ne le font pas juste par pur faillotage, parce que de toute façon, ils ne me voient plus après. Du coup, je pense que c'est vrai. Ah oui, tu gardes contact. Et le fait est que, non, mais même juste après avoir eu le bac, ils m'envoient un mail en me disant merci, c'était génial cette année. Cool. Ou des trucs trop mignons, je sais pas. C'est hyper valorisant. Ça. Voilà, c'est hyper valorisant et c'est un peu, en vrai, le truc le plus cool quand on est prof. Ce que je vous ai dit, la valorisation. Le trajet, c'est l'horreur et tout ça, mais ça peut l'être. Mais ça, c'est génial. Et du coup, oui, j'imagine qu'ils font ça parce qu'il y a eu un changement. Et oui, je le vois sur leur manière de penser. Et sur leur curiosité, en fait, s'ils deviennent de plus en plus curieux, ça veut dire que tu as gagné, que tu as fait le job. Et tu dirais que c'est même ce que tu viens de décrire, c'est ce qui te plaît le plus dans ce métier? C'est ça? Oui, je pense que je suis pas la seule. C'est quand même le rapport aux élèves et le fait qu'ils aient un minimum d'intérêt, qu'ils changent un tout petit peu de vision de la vie, ou juste, même pas qu'ils réussissent forcément à avoir 20 au bac, juste qu'ils soient plus curieux, en fait. C'est ça le but, je crois. Voilà. Ouais, bien sûr. Bien. Merci Clara. De rien. Bon, puis alors, bon établissement, parce qu'il y a un petit rhume, un petit quelque chose. Ouais, après j'ai toujours cette voix d'outre-tombe, mais... Non, mais ça circule les virus là.
Moi, je me suis renseigné, là, j'ai reçu un... Tout à fait, oui. Bah, s'il peut circuler plutôt dans ce coin-là, Voilà, plutôt que vers là... j'espère que je vous ai pas... que je vous ai pas... Il faut que ça circule. Eu égard à mon grand âge, j'ai reçu un papier de l'assurance maladie. Vous savez, avec le vaccin de la... Passé un certain âge, tu reçois des papiers en disant, monsieur, ce serait bien que vous fassiez vacciner. La prostate, de la grippe. Ça, le truc... Non, enfin là, c'est pour la grippe. On va y aller doucement, voilà. Pardon. Du coup, je suis allé à la pharmacie, mais sauf que les vaccins ne sont pas disponibles encore. Non, c'est à partir c'est dans 2 semaines. Donc, on sait que ça commence à circuler. Tu vois, la grippe va être de retour, le Covid est en train de revenir, mais les vaccins ne sont pas là encore. Donc, mais la prostate, c'est 50 ans. Hein. Oui, mais arrêtez avec la prostate. Non, mais on te tient au courant, c'est tout. Bon, en tout cas, j'espère que je ne vous ai pas contaminé. Non, au contraire, et un grand merci, Clara. Eh ben, merci beaucoup à vous. Merci pour ce témoignage. J'espère que ça aura donné envie, un minimum. Oui, je pense. Ou un maximum, surtout. Les amis, dans le chat, il y a des gens que c'est un peu inspiré, là. Ils n'ont pas les vaccins à l'EHPAD, mais là, chez moi. Non, j'ai reçu les papiers. Non, à partir de 50 ans, je crois que tu commences à... Vous verrez. Moi, j'ai reçu un papier bien toxique. Quoi? Dis-moi. Bien passif-agressif qui dit, vous avez déjà eu un enfant, si vous pensez à un deuxième, c'est maintenant. Non, mais comment ça? De l'assurance maladie? Rendez-vous. Non, de ma mère. Non, mais tu vois, rendez-vous gratuit chez le gynécologue, en mode, C'est vrai? Ouais, j'étais en mode, Oui, c'est un peu intrusif, quand même. Dis donc, Ça vous fait pas bizarre, alors, Samuel, pardon, c'est moins une question pour toi. Ça vous fait pas bizarre de... Non, parce que toi, t'as déjà eu ce constat il y a longtemps. Pour toi. Mais moi, là, comme, parce qu'on a des enfants jeunes, etc. Tout à fait. On a tous des enfants. Moi aussi, j'ai des enfants jeunes. Oui, c'est vrai. Oui, mais. Comme je me suis non, mais attends de voir la question. Mais toi, tu n'es pas jeune. Ça vous fait pas bizarre de voir que les professeurs, en fait, ils ont nos âges? Si. Moi, je l'ai vu arriver, je trouve ça. Alors qu'avant, c'était. Des vieilles personnes. Des vieux. C'est les vieux sages, les professeurs. Mais attends, vous n'avez pas eu des profs jeunes, vous? Si, moi, j'ai eu des profs jeunes. Oui, mais à Ils l'époque. partaient tous en retraite dans les 5 ans, moi. Tous. Ah ouais? Tu vois, je sais pas si Clara nous entendra en coulisses, mais j'ai plein de messages assez touchants dans le chat sur son passage, tu vois. Super inspirant, merci à elle. Oui, merci beaucoup. Ça m'a touché, franchement. Oui, mais dur, quoi. Ce sont des métiers qui sont exigeants, qui sont durs. C'est intéressant parce qu'à un moment, on a parlé du salaire. Et on sait tous que les traitements des enseignants sont insuffisants en France, eu égard à la charge de travail et aux responsabilités. Ceux qui pensent encore que c'est un métier avec des vacances et tout, la réalité du métier de professeur, c'est pas celle-là. Du coup, mais elle disait quand même qu'elle était mieux payée que dans l'édition auparavant. Voilà. Même si c'était pas foufou, quoi. C'était assez intéressant. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cet échange avec Clara. Ouais. Tout à fait, c'était hyper. C'est l'heure d'une petite pause qui sent bon le café. La pause café. Tiens, on voit les habitués, tu vois. Avec un vrai. Vous savez, moi ce matin, je me suis levé très très tôt parce que hier soir, j'ai fait un stream tardif qui était assez sympa, une histoire de bingo, on a rigolé. Et du coup, je me suis levé très tôt ce matin pour préparer l'émission. Si jamais il y a un petit expresso qui traîne, qui pouvait arriver ici, quelqu'un voudrait un café? Avec non. plaisir. Mais c'est le nouveau truc. Toi, t'es comment sur le café? Parce que j'ai pas suivi. Il y a un moment où c'était beaucoup. Alors, t'as ralenti. Je suis monté très haut à genre 15 cafés par jour. Ouais. Après à 0. Et là, maintenant que je suis bien redescendu, je suis reparti à 1-2 cafés par jour. Ah, c'est bien. Voilà. Okay. Si on passe une commande de café, il y a du café? Avec plaisir. Ouais, je suis chaud. Café allongé avec du sucre. Voilà, les amis, expresso? Ouais, allongé, sucre, diabète. C'est le taux de sucre. Très tolérant au diabète, moi, pour ma part. Voilà, il y a le sucre. Bon, les amis, allons-y. Pour que ce soit simple, si jamais vous avez 3 allongés avec du sucre, on est preneur. Voilà. La pause café. Mais je crois que je vais vous faire jouer. Vous voyez les buzzers là? Il y a un buzzer pour vous, ok? D'accord. Donc Ils sont très discrets. Je m'en vais en position d'animateur de jeu. Donc je vous purée, je ne connais pas en plus ça. Okay. Tu vas découvrir ce que c'est ce. Pas du tout. Je ne sais pas de quoi on parle. D'animer des jeux télé. La pause café. Ah, on peut. Donc c'est le petit jeu. Ça marche pas. Qui va donner. Attendez, il est allumé ou pas? Il n'est pas allumé encore. Ah, si, il est allumé. Oui, il est allumé, mais il est. Mais arrêtez, mais. Il y a une rêve. Je vous demande de vous arrêter. Ça marche pas, moi. Pourquoi ça marche pas, moi? Ah, merci. Donc, le gagnant de ce jeu va gagner le fameux indice. Oui. Pour le jeu Guess the Guest. Est-ce qu'on se dit dès le début que celui qui va le gagner va le partager? Non, on se dit pas ça. C'est selon qui. Moi, je partagerai parce que je suis sympa, mais bon, voilà. Moi aussi, mais Ben, non. On sait que Ben, il partagera pas. Alors, c'est le jeu des compétences requises. Je vous rappelle les règles, Ludovic, tu te rappelles? Le jeu des compétences requises. Pas du tout. Je vous énonce, mais si, tu y as déjà joué. Je vous énonce des compétences requises pour différents jobs et à vous de trouver le métier correspondant. Pardon, j'entends plus la régie que toi. Oui, la régie, on entend Plateau. Paul, on t'entend Plateau. Paul Lefebvre, on entend Paul Lefebvre. Tu sais, puis... Si. Non mais Paul, on t'entend, arrête. Il est à 2 doigts d'une dinguerie. Paul, on t'entend littéralement en Plateau. Il y a un N-word qui est parti, donc... Ok, vous êtes prêts?
Ouais. Ok. Le buzzer n'est pas. Ah non, mais il a tout fait bugger. Je vous, Comment ça, j'ai je tout vous fait bugger énonce des compétences. Tout va bien Le premier qui pense à un job, il me le propose. Ok, je comprends. Une fois qu'on t'a répondu, par contre, t'as plus le droit de répondre avant que les deux autres aient répondu. Ah, très bien. Hein, tu très peux bien. pas On peut multi-répondre. pas spam le buzzer. Et il faut faire un 4 à la suite, c'est ça l'idée? Idéalement, oui. Ok. J'en Ah ai 1, 2, Ah non. 3, 4. C'est une question pour le J'ai champion. 5 Ah, ok, j'avais métiers la ref. Ok. à découvrir. Ok, attends. Premier je vais là, métier. je vais changer le- Il faut savoir motiver. Il faut savoir dire de faire sans faire soi-même. Il faut avoir une excellente maîtrise du sifflet. Il faut aimer vivre en jogging et en basket. Ah, Marie, ouais. c'est qui? Prof de PS. Bah Prof ouais. de sport, pour le Trop sport. Un point facile. pour Marie. Bravo, bravo. Il a eu. Ah. Bravo. Allez, Elle est trop forte, Marie. Bravo, Marie. pénible, c'est Bravo, pénible. Elle est trop forte. Vous l'aviez le chat? J'avais manager dans le chat. Ouais, bah, moi aussi, j'étais sur manager. J'avais écrit par manager. J'avais député, je vois député, non, le sifflet, non, je vois pas. Deuxième métier, les compétences requises, avoir une bonne mémoire, être agréable avec tout le monde, avoir un parfait équilibre, Quoi? être attentif aux demandes et surtout, Oh. oui, Oh. Serveur. oh, pop, 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 Ah pop, ouais. pop, le Ah, des serveur. bons. Et j'allais Très dire bon. surtout ne pas cracher dans la soupe. Bravo. Très Oh, bon. joli. Eh oui. Bravo. L'équilibre, Ben, c'est Eh oui, l'équilibre qui a oui, donné le plateau, le serveur, serveuse. Un point. Et ouais. Un point pour Marie, un point pour Ben. Attention, troisième question. Vous l'aviez le chat? Oui. J'avais psy. Bah, c'est l'équilibre. Ouais, l'équilibre, c'est pas mal, ouais. Équilibre mental. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui. Pas Oui, mal. Ouais. Hôtesse de l'air, c'est pas mal aussi, l'équilibre. oui, c'est Ouais, tout à fait, il y ça a marche besoin. avec tout au final. Troisième métier, Clown. Ça marche pas. un métier où il faut savoir tout enjoliver. Maquilleuse. Ah, joli, mais non. Mais pas mal. Et vous les Le préférez. pré-shot était pas mal. Mécanicien, pour un joli vœu. Capacité à déceler le potentiel en toute chose. Hein? Il faut savoir garder le sourire, même après avoir monté 8 étages sans ascenseur. C'est quoi ce métier? C'est un métier. Oui, Ben. Non, je me suis fait avoir. J'allais dire groom, Non. mais du coup, c'est vraiment. Il faut avoir une l'image. passion pour les petites annonces. Oui. Agent immobilier. Agent immobilier. Bravo. Ah, j'ai les étages. ok. Ah ouais. Le dernier indice, c'était maîtrise du jargon, lumineux, rare, charmant, bien exception, Tout à fait. bien atypique, Ouais. souplex, duplex, Truc de- etc. J'adore ce Poutre mot apparente. atypique. Poutre apparente. La douche est dans la cuisine, c'est atypique. Ah, j'avais déménageur, c'était pas mal l'histoire des étages. Ah ouais, déménageur. Ah oui. J'avais déménageur dans Mais le chat. t'enjolives pas grand chose. J'avais témoin de Jéhovah. Ah, oui, c'est vrai. Eh, ça le dit, ça marche pour tout, là. Ouais. Ouais. Ça marche pour tout. Ok, donc là j'ai un point, j'ai un point pour tout le monde, bravo. Voici ma quatrième question. Un métier pour lequel il faut avoir ses compétences suivantes. Une bonne résistance à la chaleur. Il faut être habile de ses mains. Il faut être capable de se lever tôt. Quoi? Oh, purée. Boulanger. La chaleur, habile de Elle ses est mains, forte. se lever tôt, boulanger. Il est fort. Il est Waouh. fort. Bravo, Ben. Monsieur Ben Never passe en tête, mesdames et messieurs. Avec une femme qui se levait très très tôt et qui était avec les fours, etc. Qu'elle était boulangère? Elle était Non, rien à boulangère. voir. Rien à voir. J'ai tout cassé mon... J'ai perdu le chat, ne bougez plus. Je crois que c'est la dernière en plus, non? T'as Ouais. dit 5 métiers? Je remets le chat. Ouais, c'est la dernière ouais. qui arrive. Oh, C'est le dernier. donc lundi. Ah, donc là, il y a une. Donc toi, t'es sûr d'aller en Laisse-nous une chance finale. de Il peut y nous avoir une battre à égalité. mort. Ok. Bah, boulanger, ils avaient Sûr d'aller en boulanger. finale. J'avais boulanger. J'avais pas mal boulanger. J'avais pas mal boulanger. Et il l'avait. Oh! Et on voit les cafés qui arrivent. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est magnifique. Extraordinaire. Plaisir. C'est magnifique. Il y a de la prod, hein. Voilà. Et Ben, on t'en a même apporté un. Je suis désolée, Moi, je mais à vais la télé, faire il n'y a un- pas ça. hein. Eh ben, Il y a du budget, je hein. prendrai le tien, Ben, si tu veux. C'est fou. Avec hein. plaisir. Et attention, Oh là là, c'est trop dernière bien. question Merci beaucoup. qui peut permettre d'égaliser Marie à Ouais. Ludo, Ouais. mais aussi à Ben de s'envoler au score. Aussi. Pour ce métier, il faut avoir ses compétences. Il faut avoir un bon doigté. Oula. Oh là! Proctologue. Et la bonne réponse. Tout Mais non. moi. Ah, vous avez même pas mis un piège sur la Il n'y a première. aucun non. piège. Ah, c'est bon, vraiment- doigté. Moi, j'étais en full van. Allez, je te donne tous les indices. Il faut avoir un T'as bon abusé. doigté. Il faut savoir Et mettre voilà. les gens en confiance. Et voilà. Il faut avoir une bonne résistance aux odeurs. Oh. Il faut connaître les fondamentaux du fondement. Ah oui, très Et drôle. il faut avoir pour phase préférée, penchez-vous et toussez. Très bien. Ouais. Bah, Quel au enfer. premier indice. T'as pas vu le renard, genre Du coup, je suis allé voir la définition exacte de T'as proctologue. pas vu Est-ce le que tout le monde renard sait Ah non, ce pas que du c'est tout, pas du exactement un proctologue. Je suis allé voir. Le proctologue est un gastro-entérologue ou un chirurgien digestif qui s'est surspécialisé dans l'étude d'une partie de l'appareil digestif, l'anus et le rectum. Oh, quelle belle définition. Il est 11h15, bon appétit, est-ce que tu magnifique. peux pas le déjeuner Mais il en faut. hein. On fait quoi du coup Ben et moi vous êtes à égalité. Et ben on va faire un shifumi Allez, le entre Ben et Ah ouais, Ludo. ok. Ok.
Mais attendez, je reviens. C'est parti pour un Shifumi. Attendez, c'est moi qui l'organise. Il n'y a pas une question pour des Pour le Shifumi à 10 000 balles. Pas le Shifumi avec des trucs bizarres. Il n'y a pas de puits. C'est un pierre feuille. On est d'accord. Ouais, non, oui. Soit la pierre, soit la feuille, soit le ciseau. Pas le puits, là, le truc, les enfants qui sortent le puits. Le là, feu, non, là. non. Ouais, non, bien sûr. C'est dans Friends. Vous êtes prêts? C'est un best of 3? Non, un best of 1. Best B1. Ah ouais. On est d'accord, on Bien. fait Shifu et Tout à fait. Et il n'y a pas de C'est puits. Ami. Oui, ami. Pas de puits, pas de laser, pas de Attention, truc. 3, 4. Shifumi. Tu gagnes. C'est pour Ben. Ben, tu as l'indice. Enveloppe rouge. Bravo. Il ouvre, Il va il y y a avoir écrit, une dinguerie. il y a écrit « Veux-tu être Premier ministre ?» En ce moment, il y a un poste à prendre. La dinguerie. Alors, tu peux le garder pour toi. Est-ce que je peux dire un indice chez vous? Il n'y a que le chat qui l'a? Ok, bon, ferme les Ah yeux. oui, on ferme les yeux. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est toi qui dis un indice chez vous ou c'était l'autre? Triche pas, hein. Non, on les dit C'est tous les bon. deux, Julien et moi. Un indice chez vous. Ok, let's go. C'est bon? Voilà. Pour ouvrir les yeux? Oui. Ok. Tu vois, je t'avais dit, il veut pas jouer en équipe. C'était sûr. Il veut pas jouer en équipe. Non, mais on donne un peu de suspense. Ça dégoûte. Ouais, c'est Et très je bien, vais pas c'est très bien. démériter, hein. Le Shifumi, il était tendu. Hein. Vous étiez pas mal à ce jeu-là, j'ai bien aimé, vous étiez bien dedans. Ouais, tout à fait. Bah, surtout sur le dernier, moi j'étais bien Bon, dedans. toi, t'as fait. Je félicite l'équipe, la rédaction, parce que avoir un bon doigté pour proctologue, j'avoue que c'était pas mal. Je me suis dit, on peut la tenter quand C'était même. pas mal, c'est Eh vrai. bah, si. Il y a des auteurs hein, Des quand même. fois. Alors c'est marrant parce qu'avec l'indice que tu as donné, ça cherche déjà les métiers. Ah, très bien. Alors tout à l'heure, donc je vous rappelle, on aura une invitée surprise. Enfin, elle ne sera pas surprise parce que ce sera avec nous, mais son métier est surprise. Il faudra deviner le métier de notre invité qui nous rejoindra tout à l'heure. Mais d'abord, on va retrouver notre célèbre chronique qu'on a lancée à la rentrée, Ma vie pro de merde. Ma vie pro de merde, vous nous envoyez vos anecdotes sur les réseaux sociaux d'MVP, sur Insta, sur X, sur tous les réseaux sociaux d'MVP. Vous nous racontez vos anecdotes de vie pro, voilà, ça s'est pas bien passé. Ça peut être pas très souriant, ça peut être souriant aussi, parfois. Attends, je sais que je vais déborder, mais il n'y en a pas un qui a une petite anecdote un peu sympa à nous raconter là? Moi, je peux pas les raconter toutes les 2 semaines. Hein. À un moment, j'en ai plus. Hein, C'est un peu Ben, t'as épuisé, pas dans ta vie d'avant Des trucs drôles, je sais pas. Moi, j'ai fait vraiment un métier où je respecte tellement. Il y a peut-être des gens dans le chat qui ont fait ça ou qui font ça. Moi, j'ai fait vraiment du démarchage téléphonique et je trouve que c'était. Là, tu vis vraiment que des moments de malaise. C'est dur, non? C'est très dur. C'est dur, T'as ton formulaire, tu dois convaincre les gens, etc. Mais ça m'a appris à, du coup, parce que je suis vraiment la génération, on a tous peur d'être au téléphone. Ouais. Donc pour le coup, j'ai vraiment pas peur d'appeler, etc. Donc là, ça m'a vraiment aidé. Mais ouais, tu vis des trucs où tu rentres dans l'intimité un peu aussi des gens et puis on te parle mal aussi. Donc il y a un moment où tu sais, Oui, bien sûr. juste à la fin de ta journée, tu. T'as pris des sauts de merde. Ah ouais, vraiment, la journée. vraiment. Et il y a des gens qui te parlent bien, c'est que parfois il y a des gens qui compatissent un peu en disant, oh là, j'ai Oui. vraiment pas besoin de votre produit, mais bon courage, force. Et bah, fun fact, des fois quand j'appelais et que je voyais que c'était un petit vieux, une petite vieille et qui se faisait embobiner et que je savais que ce que je vendais c'était de la merde, je raccrochais. Oh, c'est trop. Donc j'ai été un très mauvais employé. gentil. Oh, mais Ben. T'as été une bonne personne. Ouais. Moi, j'ai une petite anecdote, mais c'est Ah. pas moi directement, c'est à tous les gens et grosse force qui sont là actuellement en régie ou derrière les caméras dans cette grande boîte et dans les autres grandes boîtes de médias. Ils ont des anecdotes à la 10% très dures, quoi. Bah oui. Mais si vous le savez, en régie, lors des gros events où nous, on est là, on est en train d'animer en live, t'as des PC qui prennent feu. T'as des dingueries qui se passent. Eh bien, à l'heure où on parle, d'ailleurs, une partie de ce studio est en feu. Et, Voilà. et en grand professionnel, on It is fait fine. comme si de rien n'était. Je voudrais saluer ouais. le professionnalisme. Bien de cette sûr, équipe. jusqu'à la mort. Non, Hein. mais tous C'est ceux le qui métier. sont auteurs, techniciens et tout sur les vrai. émissions où on est, C'est franchement, vrai. grosse Ouais, force à eux parce qu'ils doivent gérer tellement de problèmes. Mais... Pas plus tard que hier, je Les parlais avec 54. quelqu'un de cette équipe qui dit, oh, j'en ai des choses à raconter. Moi. Bien sûr. Des gens qui après vont démissionner et feront des TikTok sur tout le monde. Bien sûr. Ah ben oui, mais ça c'est pareil. Tu vois, moi aussi, je pourrais raconter des anecdotes de vie pro de merde, mais le problème c'est que les gens sont connus, donc je vais éviter de le raconter. Let's go! Ah Let's ben non, go! non. Bah, mais si la personne est morte, c'est pas grave. Tu voulais Non, raconter un truc la sur personne n'est Ardisson pas décédée. Tu voulais un truc Non, c'est pas sûr. Non. Mais c'est pas évident de raconter des anecdotes parce que vie professionnelle, souvent, quand il t'arrive un truc un peu merdique, c'est rarement drôle. Ouais. Souvent, Bah, justement, la journée. Si, tu peux avoir des trucs drôles, mais... Un PC qui prend feu sur un bateau pendant que le feu d'artifice part. Là, Vous l'avez en régie, vous l'avez cette la semaine, j'en ai anecdote. des un peu durs, effectivement, des un petit peu, Oh. voilà, des un peu tristounes. Hungry Honey nous a écrit, par exemple, après avoir réussi, là, il y a une histoire de déception. Après avoir réussi le test d'évaluation logique, les 3 séries d'entretien pour un job, on m'a donné une lettre d'offre non officielle, un email de l'entreprise, c'est-à-dire que la personne avait un mail pro de la boîte, voilà, pour m'inscrire à tout ce qui était décrit comme un cours d'intégration. Donc la personne dit, bon, bah, je suis embauché, j'ai un mail pro, je fais un cours d'intégration, let's go. 3 jours complets à suivre le matériel du cours.
Par la suite, le responsable du recrutement a programmé une réunion avec la personne. Et quand elle a essayé de se connecter en utilisant son mail de l'entreprise, ça n'a pas marché. Le compte a été désactivé. Donc la personne a appelé le responsable et qui a expliqué que non, la personne n'aurait plus accès à la réunion parce que le compte avait été désactivé et qu'ils n'allaient pas donner suite. Et que ça s'arrêtait comme ça. Mais c'est horrible. Voilà, donc la personne a dit, mais qu'est-ce qui s'est pas passé ? Il va dire, finalement, on s'est rendu compte que vos idées et vos réflexions n'étaient pas les bonnes. Voilà. Donc la personne avait un mail pro, était dans un truc d'intégration. 3 jours dans l'entreprise. Est-ce que c'est légal, ça ? Tu peux je sais pas. Grosse déception. Un entretien d'embauche sur 1 an. Bon, grosse déception. Donc force, un Gréoni. Ah ouais. J'ai Mégane. Alors Mégane, c'est pas juste un mauvais moment, c'est que toute sa vie pro, c'est ma vie pro de merde. Mégane, si tu nous regardes, on est avec toi, on compatit. Salut MVP, j'ai 30 ans, ma carrière pro ressemble plus à une sitcom qu'à un CV. Oh là. Diplômé en tourisme, je trouve un CDI, puis faillite de la boîte. Pôle emploi perd mon dossier, pas d'alloc. Nouveau job, harcèlement, prud'homme, 10 mois de bataille pour un mois de salaire. C'est que le début, hein. Effectivement, c'est pas drôle, hein. Covid, le tourisme, le secteur du tourisme en PLS, sous-effectif, charge de travail, plus, je claque la porte. Tentative de retour en agence, directrice toxique, je fuis. Ma collègue aussi, désolé, excuse-moi, je suis désolé, Mégane. Déclic, j'abandonne le tourisme, diplômé graphiste en 2024. Depuis 800 candidatures, refus, ghosting, mais toujours debout. Ah ouais. Aujourd'hui, je monte ma boîte freelance, pas encore la fortune, mais j'ai enfin retrouvé ma santé mentale et surtout ma voix. Ça finit bien. Courage à toi. Et je crois que l'équipe a préparé un petit visuel pour résumer un petit peu la vie de Mégane. Voilà. Fais un screen, Mégane, comme ça tu pourras te le garder. Bon, Mégane Force, merci pour ton témoignage. Et si t'es dans le chat, mets un lien vers ton travail. Il y a une cagnotte litige. Et j'ai plein de messages sympas dans le chat. Purée, gardez le moral, quoi. C'est clair. Voilà. Et force surtout aux gens qui reprennent des études. Je trouve que c'est vraiment hyper courageux une fois que tu es sorti du process de te remettre dedans. C'est de pas aller jusqu'au bout d'un truc qui n'est pas pour toi. Mais bravo à cette personne, parce que finalement, elle a créé sa boîte freelance. Voilà. Pas encore la fortune, mais santé mentale retrouvée et voix trouvée. Ouais. Bravo. Mégane, quoi. Grave. Mais t'as plein d'encouragement dans le chat et t'as plein de petits cœurs et de petits forces dans le chat. Mais c'est vrai que c'est dur, quoi. Ouais. Si vous voulez, j'ai une anecdote un peu rigolote, finalement, que je me suis souvenu entre-temps à raconter. Vas-y, balance. Racontable. Vas-y, balance. Un jour, j'étais je travaillais chez TF1, enfin chez LCI, bref, on s'en fiche. Et je devais m'occuper des... Ça va balancer, là. Non, je balance pas. C'est juste une histoire rigolote. Il va balancer sur TF1, les gars. Et en fait, je devais m'occuper des invités et donc trouver des invités selon les thématiques de l'émission d'actu dont on parlait, etc. Et donc à un moment, je sais pas pourquoi, mais je book. Enfin, en fait, quand je les bookais, je bookais aussi les taxis pour venir les chercher chez eux, etc. Et faire fraude, quoi. Ouais, en fait, tu fais un peu tout, tu vois. À la fois, tu trouves quelle politique ou quel invité tu vas inviter, tu les bookes et donc tu... Donc, t'es programmateur. Ouais, tu faisais un peu tout, ouais. Et j'étais chef d'aide aussi, chef d'édition dans la régie, bref. Et tu faisais pas les carreaux à la fin de la journée? Non, ça je faisais pas. Ça je faisais pas. Mais oui, t'avais des postes à rallonge. Et puis en plus, parfois, tu faisais des sujets pour les JT. Enfin, tu le sais très bien, tu fais un peu tout dans la rédac. Bref. Est-ce que tu vas balancer un nom d'invité ou pas? Un jour, non. Non. Ça m'intéresse plus. Mais un jour, cette anecdote trop long. Et un jour, je book un taxi pour un invité et je ne me rends pas compte que la personne n'habite pas du tout en région parisienne. Et le mec habite plutôt un truc genre Lyon. Et j'envoie un taxi de Paris. Tu fais pas gaffe. Et je ne fais pas gaffe. Tu rentres l'adresse, quoi. Et le gars, en plus, prend le taxi. Pas de problème. Lui, oui, dans une demi-heure, je suis là. Oui, le gars, il la course à 3000 balles, quoi. Le gars, il va. Et il y a une course, voilà, genre 3000 balles de course de taxi, juste pour un gars. Mais il est arrivé la veille. C'était pas Gare de Lyon. Non, c'était Lyon, quoi. Le soir, enfin, c'était en fin d'après-midi. Et le mec a pris un taxi, quoi. Et du coup, j'ai dû justifier de pourquoi il y a 3000 balles de tacos qui sont partis pour un invité qui, en plus, le gars est juste un... c'est pas, tu vois, c'est pas le Premier ministre qu'on reçoit, quoi. C'est juste un mec lambda qui venait commenter un truc pendant 15 minutes à la télé, tu vois. Et le mec, il est 3000 balles de taxi, voilà. Il a demandé où était son taxi. Et le retour, on a dû lui payer une nuit d'hôtel parce que hors de question, on lui a envoyé un taxi. Bien sûr. Donc on a dû lui payer une nuit d'hôtel et le train retour. Voilà, tout ça parce que j'ai juste pas regardé où il habitait, le mec. Belle gestion, Ludovic, belle gestion. Encore cette dette. Voilà. Et j'ai une dernière petite histoire, ma vie pro de merde. N'hésitez pas à témoigner, on attend vos témoignages aussi. Qu'ils soient un peu tristes ou qu'ils soient souriants. Quoique l'histoire de Mégane, elle finit bien, donc moi je suis content. C'est Mimili Paris qui nous a écrit. Un bénévole de centre social, alors ça c'est moins drôle. Un bénévole du centre social où j'animais une permanence juridique une fois par semaine, à qui j'avais parlé 2-3 fois en dehors des politesses de base, a profité d'avoir mon numéro donné pour une galère administrative pour me demander en mariage par SMS. Oh là. Faites pas ça, les gens.
Non. Non. Faut pas. Faut pas. C'est par mail qu'on le fait. Non, faut les noms, les gars. Mais ça, j'ai l'impression que ça arrive souvent aux meufs avec les livreurs. Des fois, quand ils ont le numéro, ils déposent et puis ils renvoient un message derrière. C'est horrible, ça. Ouais. Oui. Voilà. Excusez-moi de vous déranger, mais voilà, ouais. Mais je pense faut que pas faire ça ne marche jamais en plus. Faut pas faire ça. Faut autant pas arrêter faire cette technique. Non, qui ne Il y a une fonctionne pas. anecdote de merde, mais encore une fois. So cute. Non, pas so cute. Non, vraiment Non, pas pas du tout cute. Non, faut pas faire ça. Ne faites pas ça. Non, c'est pas parce que tu as rencontré une personne à la machine à café 2 fois que tu peux lui demander en mariage par SMS. Non. C'est plus romantique, quoi. Ah. Oh, on me dit que Mégane est dans le chat. Mais Mégane, je sais pas si tu as vu tous les petits messages pour toi tout à l'heure. Mégane qui a eu littéralement une vie pro de merde qui est en train de s'arranger. Tu as eu plein de petits cœurs et plein de force et plein de courage. Marie, tu disais? Oui, mon conjoint était monteur sur scène de ménage. Ouais. Il a commencé comme ça. Allez, des anecdotes, balance. Alors, attends. C'est des journées entières de tournage, c'est des heures de rush où les comédiens viennent, tu vois, et il a effacé tous les rushs en pensant qu'on lui a dit oui, bah c'est bon. Mais le c'est bon, c'est pas assez bon. Il a effacé les rushs d'une journée de tournage. D'une journée de tournage, ouais. Et heureusement, sur des séries comme ça, t'as plein de plans cannes, donc ils ont dû reconstruire tout un épisode. Il y a un épisode de scène de ménage où tout est en large. Il n'y a aucun plan serré, c'est un enfer. Et ils ont été hyper sympas avec lui, mais lui, il était en chiale. C'était la fin de sa vie, il était encore alternant. Ah, mais tu m'étonnes. Ils vont virer. Et puis les enjeux financiers, là, on parle de oui, plusieurs dizaines de milliers d'euros, quoi. Ouais. Très, très cher. Ça, c'est une anecdote de merde, mais qui s'est plutôt bien fini. Mais il l'a plus jamais refait derrière, j'imagine. C'est le genre de truc où ça, t'as appris... bien sûr. Le moment où tu comprends, tu sais, tu imagines ce que tu viens de faire. Ton cœur qui s'emballe, là. Non. J'ai Sibou qui nous demande où est-ce qu'on peut écrire nos petites anecdotes. Vous allez sur les réseaux sociaux d'MVP. Je parle sous le contrôle de Paul, le rédacteur en chef de l'émission qui nous prépare tout ça. Les réseaux sociaux d'MVP, c'est sur Insta, c'est sur X. Vous tapez MVP ma vie pro. Et en fait, TikTok. En message, quoi. Regarde les synthés comme ils sont rapides. Tout simplement. Ouais. Voilà, vous allez là. Ah, en DM, n'importe où. Tous les réseaux. Paul, on remet un coup les synthés. On écrit ça en DM ou on écrit ça comme ça Si, c'est en DM. En DM. En DM, ouais. En DM. C'est quoi? Mettez une story à la une sur Insta en mode une boîte à questions et puis les gens verront. Quoi. Exactement. Bon, merci en tout cas pour... Et Mégane, merci d'être avec nous. Et bravo pour la fin de l'Histoire Pro. Vous vous rappelez de l'indice gagné par... Bah non, ça rappelle pas. Non, ça rappelle pas, on l'a pas vu. On l'a pas eu. Mais t'as le chat, toi. Non, mais ils disent rien. Le chat dit rien. Eh bien, voici notre... Faut que je l'enlève d'ailleurs. Enlève. De guest, où il va falloir trouver la profession de notre invité. Papa. Bonjour. Comment ça va? Un petit peu stressé. Non, tout va bien se passer. On est tranquille ici. On a parlé de tout et proctologue, je pense qu'on est plus à vrai. On dit beaucoup de bêtises. En tant que psychologue, vous êtes très à l'aise. Exactement. C'est vrai comment il tente. Il tente déjà. Je vois bien. Alors Marie-Laure, elle est avec nous. Très bien, mais on ne connaît pas son métier. Enfin, moi, je le connais. Mais voilà, il faut le deviner. Voilà. Chacun de nos chroniqueurs va avoir le droit à une question pour essayer de deviner le métier de Marie-Laure. Je suis déjà en train de crafter. Et il y aura peut-être même des indices à vous montrer, parce que Marie-Laure est venue aussi avec des choses. Est-ce que Paul, est-ce qu'on montre déjà un premier indice? Non. On pose des questions déjà. A gagné le jeu précédent. J'ai un indice. Il a peut-être... Tu veux poser une question? Est-ce que vous êtes au contact d'un public? Non. Eh ben, il avait l'air bien ton indice, Ben. Ça a l'air de se mettre dans ne se moque pas de ses petits camarades. Okay, Marie. Est-ce que vous travaillez dans les coulisses d'un métier qui nécessite d'être avec du monde? Non. D'accord. Est-ce que, du coup, c'est un métier que vous vouliez faire quand vous étiez petite? C'est bien ça. Alors, petite, non, mais au cours de mes études, oui. Ok. Est-ce que quand vous êtes un je ne l'ai pas fait, finalement. Métier, je ne l'ai pas fait quand j'étais étudiante. Ah d'accord, vous faites maintenant plus tard. Okay, j'ai un indice, Ben. Et après, Ben, tu pourras reposer une question. Indice visuel, image, voilà. Est-ce que quand vous êtes à un dîner et que les gens disent « Ah, et toi, tu fais quoi ?» Et quand vous dites le métier, ils font « Ah, ok » et ils passent à autre chose, ou ça les intéresse et ils posent plein de questions? Alors, soit ils disent « Ah, ok », mais ils ne savent pas bien ce que c'est. Ok. Je peux niquer le game. Je crois que je l'ai. Alors, il y a quelqu'un dans le chat l'a trouvé. Je crois que je l'ai. Ludo, là. Est-ce que vous êtes... Je peux niquer le game maintenant ou pas? Tu peux tenter. Est-ce que vous êtes généalogiste? Oui.
Il est trop bien. Non mais il est fatigant, il devient trop fort. Il s'applaudit carrément. Je m'applaudis tout seul. Je suis le seul à applaudir. C'est la troisième émission consécutive où il trouve... L'arbre, mais l'arbre direct. L'arbre. En fait. Mais oui, mais pourtant, j'ai dit, ben non, l'arbre, ça va vous emmener dans la botanique. Exactement. Parce que vous n'êtes pas pépiniériste, je pense. Je sais pas, ça se sent. Attendez, je veux féliciter le chat parce qu'en fait, le chat l'a eu... Et je n'ai pas le chat. J'ai des fans. Je l'ai éteint. Ah, à qui vous avez donné rendez-vous? J'ai dit que je passais c'est formidable. Alors pardon, mais moi mon indice c'était le lien. Le lien entre... Ah bah oui, le lien de parenté. Le lien de parenté. Ok. Moi, je croyais que vous mariez des gens à des arbres. Parce que Pardon, je suis partie très loin. Mais il y a des gens qui se marient avec des arbres. Oui, J'ai vu l'arbre, j'ai pensé à ça. J'ai pas encore mais ça trouvé se dans marie mes avec un recherches. arbre, c'est-à-dire... Je n'ai pas pensé à la généalogie, quoi. Mais tu peux... Par SMS, ils l'ont envoyé un SMS. Non, il y a des gens qui se sont mariés avec des arbres ou qui ont témoigné de l'amour à des arbres. Bon, Ben, faut que tu fasses une vidéo là-dessus. Oui. Tu avais entendu parler de ça? Je note et puis... Non, mais quand tu vois, le côté, les gens n'ont pas tout. compris ce que je faisais, généalogie, c'était quand même un métier... C'est pas incompréhensible, quoi. Non, mais il y a des gens à qui ça parle pas vraiment, finalement. C'est-à-dire quoi, les gens ils viennent vous voir et ils disent j'aimerais savoir d'où je viens. Alors en fait, il y a deux branches, c'est le cas de le dire. Joli. 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 Il y a la branche qu'on appelle généalogie familiale, où là, en fait, on retrace l'arbre généalogique des gens. À la demande de à la demande des gens, qui viennent vous voir. Okay. Soit il y a ce qu'on appelle la généalogie successorale. Ah oui, très important. Voilà. Et là, qui va revenir ce château? On va chercher, on cherche les héritiers d'une personne. Voilà, exactement. Et là, vous travaillez main dans la main avec les notaires. Alors moi, je travaille pas directement avec les notaires, mais je fais ce qu'on appelle de la sous-traitance. C'est-à-dire, j'ai des collègues généalogistes successoraux et qui sont en province. Et quand il y a des recherches à faire sur la région parisienne, oui. Et alors, d'où est venue cette vocation? Vous nous disiez tout à l'heure. La question a été posée. Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez faire? C'est quand j'étais étudiante. Voilà, étudiante en... Alors, j'ai fait des études d'histoire, des études d'histoire, voilà, classiques. Et j'ai fait un mémoire de maîtrise et du coup, je suis allée fouiner dans les archives. Ouais. Et enfin voilà, ça peut paraître surprenant, mais ouvrir les boîtes d'archives qui n'ont pas été ouvertes depuis 200 ans, trouver le papier avec l'écriture à la plume. Et ça vous a fait quelque chose? Oui, ça me procure toujours des émotions. Ouais. Et du coup, j'ai commencé ma généalogie personnelle. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et donc, c'était assez chronophage parce qu'il fallait aller aux archives. Voilà, exactement. Dans les archives. Dans les archives départementales. Les églises aussi, non? Alors, plutôt archives départementales, mairie. Okay. On peut aussi aller dans les églises. Il y a des registres. Ou à l'archevêché. Ou voilà. Baptême, tout ça. Et donc voilà, c'était chronophage. Et pour en faire mon métier, à l'époque, on n'avait pas les réseaux comme aujourd'hui. Donc moi, j'étais en province. On peut gagner sa vie avec ce métier, on est d'accord? Alors, on peut gagner sa vie quand on fait de la généalogie successorale. Oui, on peut gagner sa vie. En généalogie familiale, c'est plus compliqué parce que voilà, les gens n'ont pas forcément un gros budget. Enfin voilà, et puis il faut faire quand même beaucoup de recherches si on veut avoir un salaire. Oui. Du coup, j'ai une question à l'instant de Sofresh. Comment vous vous rémunérez? Du coup, c'est des honoraires. C'est des honoraires que vous facturez aux gens qui vous demandent des recherches, c'est ça? Alors voilà, moi je travaille sur facture. Voilà. Alors la successorale, c'est différent. Okay. Mais en ce qui me concerne, voilà, un client me demande de faire un arbre, donc je lui propose un devis et puis voilà, il accepte. Et pardon Ben, parce que du coup, la successorale c'est différent. Et dans la même question, la personne disait, par exemple, la recherche successorale, est-ce que c'est un pourcentage? Ça peut être un pourcentage? Alors quand les généalogistes successoraux, oui, c'est ça. C'est c'est un pourcentage de ce qui va être donné? Oui, c'est un pourcentage. Ils prennent une commission, enfin, ils prennent un pourcentage. Donc ça peut être... ça dépend de ce qu'il y a à donner. L'oncle d'Amérique... Exactement. L'oncle d'Amérique, des fois, peut amener beaucoup aux généalogistes successorales. Si c'est juste 2 fourchettes, une cuillère, ça sert à rien de faire quoi. Il prend ça, en fait, voilà, ça marche quand même toujours au pourcentage. Est-ce que vous avez, du coup, il y a des situations en successoral? J'ai du mal à imaginer, est-ce que ça veut dire que quelqu'un décède et on ne sait pas qui sont les héritiers, etc. Est-ce que des fois, il y a des trucs un peu détectives, un peu des trucs un peu fous, où vous mettez longtemps à retrouver la personne? Alors, je suis pas la
plus qualifiée pour en parler parce que c'est pas le cœur de mon métier, mais oui, ça peut arriver. Ou, vous n'êtes pas sur l'enquête Alors moi, en fait, j'ai des collègues qui font les enquêtes, et puis à un moment, voilà, ils tombent sur un personnage, et puis moi, ils m'appellent pour que j'aille vérifier si cette personne a eu des enfants. Voilà, donc je vais chercher les déclarations de succession pour voir. Et Marie-Laure, vous nous disiez qu'Internet avait révolutionné, en fait, la généalogie. Oui. Alors c'est pour ça aussi que le métier de généalogiste familial, on a du mal à en vivre parce que n'importe qui peut facilement trouver ses ancêtres avec les logiciels en ligne. Mon père a fait les ça. sites en Mon ligne. père, il y a 5 ans, il s'est dit j'ai envie de savoir d'où je viens, etc. Et donc Et en 5 ans, il est allé dans les mairies, il a téléphoné, il a reçu des mails, etc. Il a retrouvé des lettres de la Seconde Guerre mondiale, de son Oui, ça c'est si on a des archives soi-même. Oui. Ça c'est du travail par contre parce que bien sûr, il a du temps, mon père. Passionné. Moi j'ai essayé de le faire à titre personnel rapidement. Je me suis vite rendu compte que c'était pas si facile que ça. Il faut connaître les outils, il faut connaître les sources. Mais c'est vrai. Retrouvez-lui, Monsieur Delamarre, là. Non, c'est vrai. Et attendez, je suis très curieux. Vous l'avez fait pour vous-même. Oui. Et alors, est-ce que dans votre arbre généalogique, vous avez eu des découvertes intéressantes? Alors, regardez. Je savais que vous alliez me poser cette question. Là. On va voir. Est-ce qu'il y a du roi? Est-ce qu'il y a du brigand? Non. Alors, il n'y a pas de roi. Ça remonte jusqu'à Lucie. Je n'ai pas trouvé. Non, ça remonte sans doute, puisqu'on descend tous de Lucie. Mais donc moi, mes ancêtres sont. Alors c'est une partie de mon arbre. Alors c'est du bricolage. Je l'ai fait pour venir ici. C'est de la place, parce que c'est un grand arbre. Oui. C'est dépliable à l'infini après là. Oui, presque. Vous avez ça chez vous? Il y a un pan de mur entier. Non, parce que ça Allez, je vais vous prend aider. Mais en revanche, Ben, tu veux tenir un coin? C'est du boulot comme arbre. Donc moi, mes ancêtres sont au bois, sont originaires de l'Aube, de la Marne, essentiellement. Donc moi, je suis ici. Ok. Et en fait, Samuel, qui est ce personnage qui est ici. Je vois Danton. Voilà. Danton le révolutionnaire? Oui. Vous êtes une parente Nous avons... De Danton. À ma 14e génération, j'ai un ancêtre commun avec Danton. C'est classe parce qu'on a réussi. La régie, ils sont trop forts. Je sais pas où est cette caméra. Ils ont réussi à mettre une caméra. Vous êtes une descendante de Danton. Alors, pas une descendante, parce que sinon je serais ici. Ah oui. Mais nous avons un ancêtre commun. Alors, j'ai pas mes lunettes, mais qui est né vers 1590. Jehan Danton. Voilà. Je vois Monsieur Pinard aussi. Voilà. Qui était peut-être dans le vin. Non, Adolphe Pinard. Adolphe Pinard. Oui, il est médecin. Il est mal connu. Et alors, pour le coup, je suis cousine de façon plus proche. Je vois. Ah, non, c'est par Danton. C'est par Danton, c'est par Danton. Mais pourtant, regardez, il est relié là. Non, il est relié là, regardez. Hop. Ah oui, pardon, je viens de voir. Oui, moi aussi, j'avais fait l'erreur. Et donc un méconnu, Monsieur Pinard. Oui, c'est un médecin qui a vécu au début, deuxième moitié du 19e siècle. Ouais. Et pour nous, les femmes, il a fait énormément parce qu'il s'est beaucoup intéressé. Il a fait beaucoup de travaux sur l'obstétrique, sur la sécurité des femmes à l'accouchement, pendant la grossesse. Par exemple, un meilleur suivi, l'hygiène, etc. Bravo, génial. Bravo, donc ça, c'est une partie de mon arbre. Mais si j'avais voulu l'amener... Il est bien plus grand, vous êtes remonté loin, comme ça. Là, c'est ma branche où je remonte le plus haut, mais j'ai le frère de mon mari, coucou Jean-Jacques, s'il me regarde. Salut Jean-Jacques. Qui, lui, a fait vraiment toute sa généalogie. Et là, pour le coup, je pense que ça couvrirait... Oula Et ça se fait de plus en plus aux cousinades. Oui, on fait vraiment les cousinades. Et tout le monde a accès aux archives. C'est un droit. Alors les archives, c'est la Révolution française. Attends, on va essayer de le replier. La Révolution française a créé les archives en disant que c'était un droit à tous, pour tous, d'avoir accès à toutes les archives. Sinon, je le replier comme ça. Voilà, je l'avais mis comme ça. Voilà. Question, est-ce que quand on tombe sur quelqu'un, moi j'avais entendu parler du fait que si vous avez un nom de famille qui est un prénom, ça veut dire qu'il y a enfant adopté. Un enfant adopté. Ah oui, un enfant adopté, Alors, un enfant adopté, du coup, on lui donne le patronyme, le saint du jour. Oui, alors ça peut, mais ça peut aussi, peut-être un de vos ancêtres était, je sais pas, Jean, fils d'Étienne, Jean-Étienne. Donc c'est pas systématique. Non. C'est des tueurs en série aussi, pareil. Oui. Nom et prénom, c'est aussi des tueurs en série. Oui, c'est vrai. Guy, Georges, tout ça. Jusqu'ce qu'on peut remonter. Attention quand même. Est-ce qu'on sait qu'il y a une période où en fait on n'a plus aucune archive? Alors la date butoir, je dirais, c'est l'édit de Villers-Cotterêts par François Ier.
donc milieu du XVIe siècle, où il a ordonné que chaque curé de chaque paroisse tienne un registre. Voilà. Okay. Tous les baptêmes, les mariages et les sépultures. On retrouve maintenant en mairie ces registres-là. Alors, ces registres-là, ils sont versés généralement aux archives départementales et à l'évêché aussi, puisque c'était les registres paroissiaux. Donc, c'est parti au. Ils ont numérisé ça ou c'est encore en papier ? La plupart des archives départementales les ont numérisés, oui. Donc, on peut y accéder. On peut y accéder très facilement. Et donc, la date butoir, c'est quand on essaie de remonter avant cet édit de Villers-Cotterês. Alors déjà, quand on arrive à remonter jusque-là, parce que les registres, ils ont 500 ans, donc ils n'ont pas forcément été bien conservés, ils ont pu disparaître, il y a eu des guerres, il y a eu des feux, inondations, des incendies. Des machins, oui. Et en revanche, quand on a la chance de trouver dans son lignage une famille noble, là, on peut remonter plus haut, puisque souvent, il y a eu des écrits pour prouver justement son origine. Donc vous êtes au bout ou vous pouvez encore remonter ? Je pense que là, je pense qu'on arrive... Là, pour Danton, en plus, ça a été bien documenté, puisque c'est un personnage connu. Mais moi, personnellement, je remonte jusque fin des années 1600. Et après, ça commence à devenir la plus compliqué. Question un peu bête, mais c'est vrai que nous, on est habitués au cimetière, avec des pierres tombales, des noms, des choses qui restent, s'il y a des papiers qui se sont perdus dans les archives. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'à un moment, en remontant, il y a eu des fosses communes, il y a eu aussi des... À un moment, on ne peut plus remonter parce qu'il n'y a vraiment plus aucune trace de la mort de quelqu'un. Oui, alors nous, les cimetières, ça peut nous être utile plutôt pour des contemporains. Ouais. Parce qu'une tombe, ça reste pas très très longtemps. C'est ça. Un peu de recul sur l'histoire. Oui. Ça n'a pas de place au moment. Oui, c'est ça. Non, il y a. On peut trouver dans les cimetières encore des tombes avec des gens qui sont morts au milieu du 19e siècle, mais c'est de plus en plus rare, puisque les concessions après elles sont reprises. Et je me rappelle plus votre question. Non, mais savoir si à un moment il y avait un dead end. Ouais, vers quelle période à peu près vraiment il y a plus aucune trace, parce que la pratique c'était de pas graver des noms. C'était plus la fosse commune, c'était des choses où on peut plus lutter en fait. Il y a plus rien quoi. Non, les traces écrites finalement, c'est ce que oui, c'est ça qui est le plus. C'est ça. C'est vraiment sur ça qu'on s'appuie. Et il y a une question dans le chat que je vous cite, je la retrouve pour l'étranger, c'est-à-dire quand on voit que sa famille vient de l'étranger, oui. Donc là, la recherche, elle se fait alors comment ? nous en France, oui, c'est plus compliqué pour nous parce qu'on connaît pas forcément bien les systèmes d'archives à l'étranger. Donc dans chaque pays, pratiquement, il y a aussi des généalogistes. Donc eux sont accoutumés à leurs archives, mais après chaque pays a sa politique propre. Donc, sincèrement, en France, on est bien aidé. Ouais. Et ça vous est déjà arrivé de faire des enquêtes justement qui vous amenaient à devoir interroger des généalogistes étrangers ? Oui, ça m'est déjà arrivé, où ça part en Italie. Il y a beaucoup de Français qui ont des origines italiennes. Espagne, tout ça, les pays frontaliers aussi beaucoup. Voilà, ou Belgique. C'est quoi qui vous plaît le plus dans ce métier ? Le truc où vous dites là c'était kiffant là. C'est chercher, c'est fouiner. Moi, j'appelle ça fouiner. Le plaisir d'ouvrir une archive qui n'a pas été ouverte depuis longtemps. Alors, il y a ça, et puis là, on vous dit, c'est qui mes ancêtres ? Alors, hop, vous y allez, et puis des fois, vous faites des découvertes un petit peu, vous dites, tiens, finalement... ça, je ne savais pas. Voilà, exactement. Ou tiens, il est allé en prison. Papy, il a fait ça pendant la guerre. Enfin, on découvre des trucs, attention, quand on fouille un peu. C'est fou de se dire que votre métier, par exemple, pourrait ne pas exister dans certains pays. Je vais prendre l'exemple de la Corée du Sud, où c'est quelque chose d'intégrer à la famille que de savoir ce que son ancêtre au XVe siècle faisait. Ah ouais ? Ils ont tous quasiment le même nom. T'as Kim, t'as Park, t'as Sung, au bout d'un moment. Oui, quand tu croises un Kim dans la rue, tu sais que mais moi je suis Kim de la 7e génération de Gyeonggi-do, moi je suis Kim de la 14e génération. Les gens le savent comme ça. Ils ont une mémoire parce qu'en fait c'est comme ça qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se marier entre eux. Ah oui. Ils ont le même nom de famille. Ils sont obligés en fait de savoir, mais ça remonte jusqu'à hyper loin. Et j'ai l'impression que par exemple nous en France on n'a pas cette conscience-là.
Non. Non, on l'a moins, oui. C'est intéressant. Oui, on n'a pas cette tradition orale, effectivement. Ouais. De savoir où on est dans une... Alors après, peut-être aussi parce qu'en France, il y a eu beaucoup de migration, il y a eu beaucoup de mouvements de population, il y a eu pas mal d'invasions, donc peut-être on a moins aussi cette appartenance finalement, mais... Et même cette curiosité. Moi, je sais que j'ai été curieuse de savoir ce que faisaient mes grands-parents et d'où ils venaient, mais très tard, en fait, quand ils étaient presque plus en mesure de me le raconter. Donc vraiment, dans le chat, si vous avez la possibilité d'être curieux vis-à-vis de vos proches... Ouais, on apprend plein de trucs. Il faut les questionner, Mon père l'a fait, typiquement, il a pareil regardé aussi Génération machin. Bon, nous, c'est assez simple, c'est du même village, tout le monde vient du même village, c'est assez simple. Mais du coup, on a découvert que, genre, il y a 100 ans, par exemple, il y a un arrière-grand-père à moi qui a été maire du village pendant un jour. Un jour. Aucun lien avec Sébastien Lecornu. Mais vraiment, un jour. Voilà. Donc comme quoi, ça se fait, ça, les trucs d'un jour. J'ai du mal à capter le truc successoral. Pour moi, tout est très clair, quoi, de qu'est-ce qui va à qui. Non. Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui meurent et on ne sait pas, ils n'ont pas d'enfants et on ne sait pas... Par exemple, voilà, une personne célibataire meurt. Oui. Et puis, elle n'avait pas forcément une vie sociale très développée. Donc, voilà. Et pas de testament. Et pas de testament. Et pourtant, il y a des ayants droit. Il faut les trouver. Voilà. Et donc, le notaire fait appel au généalogie successorale qui, lui, va être chargé de retrouver les héritiers jusqu'au 6e degré. Et donc, les héritiers, ça va sur les côtés, en fait. C'est les cousins. Alors, c'est ce qu'on appelle jusqu'au 6e degré. D'accord. Alors, c'est pas comme les générations. On va d'abord chercher si le défunt avait des frères et sœurs. S'il n'y a pas de frères et sœurs, on va remonter aux parents. On va chercher si les parents avaient des frères et sœurs. Ah ouais, ok. S'il n'y a pas de frères et sœurs, on remonte aux grands-parents. Ah, et ça, c'est à chaque fois un degré, du coup ? Voilà. Et après, il faut respecter jusqu'au 6e degré. Au 6e degré, il n'y a plus aucun lien. Enfin, les gens n'ont même pas conscience de l'existence de cette personne. Non, mais justement, c'est pour ça que des fois, c'est des surprises. Oui. Est-ce que, quand il y a des héritiers directs, est-ce que ce process est quand même automatique ? Par exemple, il y a des enfants, mais est-ce qu'on va quand même chercher autour s'il y avait d'autres enfants cachés Alors généralement, pour le coup, je suis pas spécialiste, mais si c'est votre parent qui décède, vous allez chez le notaire. Généralement, vous avez le livret de famille. Ouais. Donc, et puis voilà, je pense que le notaire pose un peu des questions. Voilà, s'il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de recherche. Et puis de toute façon, même si la personne a eu des enfants mais qu'il n'a pas reconnus, ces enfants-là n'entrent pas dans l'héritage. Donc, est-ce que quand vous contactez des gens donc, qui ne savent même pas qui est la personne, etc., il y en a qui refusent de dire qu'est-ce que je vais foutre de ce château ou qu'est-ce que... Ouais, mais après, c'est pas que de l'argent, des fois c'est aussi des trucs on se dit moi je veux pas... mais ça c'est pas son rôle, c'est pas votre rôle ça du coup. Ça. Alors moi je ne le fais pas, mais le généalogie successorale, oui, il le fait. Oui, voilà. Okay. Moi je fais la sous-traitance, mais... oui, je pense que ça arrive où des gens sur le coup disent non ou ne savent pas. Oui, on peur aussi d'hériter de dettes alors que ça ne se produit pas. Oui. Non, généralement quand la recherche se fait, c'est parce qu'il y a un actif. Mais alors Ludo pose une question qui était intéressante que je relais. C'est au 6e degré, on est assez éloigné. On sait que plus on s'éloigne de la filiation directe, plus l'État prend une part importante de la succession. Alors au 6e degré... Alors en fait, c'est dès que tu sors de la ligne directe, et c'est pour tout le monde pareil, c'est 75. Quand on va loin comme ça, quand on va loin comme ça, ça prend beaucoup. L'État prend beaucoup. Alors je ne vais pas le dire parce que j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est 60%. Ouais, dites-nous le chat, combien peut-être. Ils le savent. Bon, j'ai quelqu'un qui me dit que ça va peut-être changer, parce que là, on est au 6e degré, mais qu'avec le changement climatique, peut-être qu'on va passer on va au 7e ou 8e degré. Non, c'est une vanne. Il y a quelqu'un qui aurait bien aimé être descendant du roi Arthur. Alors, ça tombe bien, parce que Alexandre Assier travaille tout à l'heure, donc on lui pose la question. Est-ce que vous avez remarqué une demande plus forte, après la crise sanitaire, par exemple, des gens qui se sont retrouvés seuls, qui avaient un besoin de recréer du lien avec des gens qui ont... Ah ouais. Est-ce que vous avez eu la sensation, pendant que vous avez fait votre métier, qu'il y a eu un moment... qu'est-ce qui revient finalement le plus ? C'est quoi derrière la démarche d'aller chercher ? Est-ce que c'est juste quelque chose d'un peu fun ? Il y a plein de raisons. Généralement, c'est ou bien des personnes, des trentenaires, qui pour le coup n'ont vraiment pas d'informations sur leur famille, sur leurs ancêtres, pour des tas de raisons. Bon. Voilà. Ou alors, c'est des personnes qui, en vieillissant, s'interrogent sur pourquoi, finalement, cette tante-là, pourquoi on m'en a jamais parlé Ah oui, ok. Voilà. Et en revanche, il y a une anecdote rigolote. Quand Donald Trump a été réélu,
En fait, j'ai reçu pas mal et mes confrères et consoeurs aussi. De gens qui voulaient savoir s'ils étaient liés. Alors, non, pas s'ils étaient liés à Donald Trump. Ils étaient pas liés. Ça ne veut rien à voir avec cette personne. Ils pouvaient récupérer la nationalité française ou la nationalité d'un autre pays, parce que ça existe. Ils voulaient quitter les États-Unis. Ils voulaient plus être américains, Ah ouais. Ah d'accord, ok, très bien. Ah oui, donc c'était plutôt ça, pas... c'est rigolo. Ah oui, oui. Mais vraiment, ça a été... il a été élu, et dans le mois suivant, on a reçu des demandes. Incroyable. Mais parce qu'on peut, ça, quand on a un ancêtre, du coup, quand on découvre un ancêtre qui a une nationalité. Oui, mais alors il y a des règles assez strictes. Par exemple, pour récupérer la nationalité française, on ne peut pas remonter plus loin que votre grand-parent. Ok. Et puis, il faut prouver que la personne a eu toujours des liens et des contacts avec la France. C'est pas si évident ça. Dans l'idéal, elle continue à payer des impôts. Il y a le cas comme ça avec l'Espagne. Je sais, l'Espagne. Oui, il y a une loi qui vient il y a pas longtemps là, qui vient d'arriver pour les Espagnols. Quand on a des ancêtres espagnols, on peut demander la nationalité. Oui, oui, mais je crois que ça se termine. La loi espagnole, je crois, prend fin très bientôt. Oui. Quelqu'un est allé chercher on se posait la question des droits de succession quand on s'éloigne un petit peu de la filiation directe. Sofresh, t'es allé chercher. Allons vérifier. 60% après un abattement de 1 500 €. Par contre, c'est pas uniquement hors héritier direct. Les frères et sœurs ont moins de taxes. Oui. Ils ont 45%. Voilà, ils sont pas 60%. Mais ça part, au-delà des frères et sœurs, déjà les neveux et nièces, je crois, on est taxé à 55%, et puis après, ça tape fort. 60%. Voilà. Faites des donations. Oui, de votre vivant. En tant que parent. Exactement, oui. Tout à fait. Tu l'as donné 4 apparts déjà. Non, mais je fais des donations. Voilà, ça peut sentir sur les patrimoines de chacun ici. C'est pas mon patrimoine perso, la mission. C'est très bien. Mon vrai patrimoine, MVP. Et on parlait d'anecdote, votre meilleur souvenir peut-être de votre carrière de généalogiste, Marie-Laure, votre découverte la plus surprenante ou celle qui vous a le plus touché ou l'histoire. Alors une qui m'a vraiment marquée. Normalement j'ai pas le droit de trop en parler parce que ça porte. Je donne pas le nom. C'est un Monsieur Le Cornu, c'est ça? Non, c'est pas Monsieur Le Cornu. Dupont de Ligonnès. Non, Oh là là. Non, mais ça a lien en fait avec les tests génétiques. Oui. Alors, les tests génétiques sont interdits en France. Oui. Mais on peut les commander. Mais on peut toujours. Et cette histoire, elle date d'il y a plusieurs années. Et en fait, c'est un monsieur qui m'a contacté, qui était. Ses parents étaient d'origine vietnamienne. Oui. Et sa maman était née d'un père français pendant la guerre d'Indochine. Ok. Et en fait, on lui avait dit que son père était mort. Et donc, il m'a contactée parce qu'elle aurait bien voulu avoir un nom, une photo, etc. Et j'ai recherché. Et puis, justement, on en parlait tout à l'heure avec les sites comme Geneanet ou Philae. Il y a beaucoup de gens qui mettent leurs arbres en ligne, finalement, qui sont accessibles. En plus, tu les lis. Donc, si tu trouves une personne, ça rajoute. Chacun, c'est collaboratif. Et en fait, la branche paternelle de cette dame, emmenait en Suisse. Et finalement, le papa n'était pas mort. Waouh, tu découvres que ton papa est vivant, en fait. Et alors, ça a pris du temps. Oui, ça a pris du temps. Et du coup, je suis vraiment tombée sur une famille extraordinaire, très coopérative. Le papa est décédé maintenant et en fait, il a pu retrouver sa fille, quoi. Incroyable. C'est délicat parce que quand tu as c'est très délicat. Toile de fond comme la guerre, tu dis est-ce que c'était un rapport consenti? Oui, parce que en fait, tu peux aussi avoir l'inverse. Là, c'était une jolie histoire. Tu peux très bien te rendre compte que tu descends de. Ça peut être horrible. Après, pendant les recherches, je me suis dit mince, effectivement, est-ce que c'est pas sordide? Est-ce que c'est pas une histoire? On sait jamais. Mais en fait, non. Et vraiment, c'est une vraie belle histoire. Ah ouais. Ça donne du sens à ce que vous faites. Vous êtes oui. On crée un lien. Mais après, c'est difficile parce qu'on s'investit dans cette histoire. Et après, quand on arrive à la fin, il faut passer à autre chose. Faut lâcher, quoi. Et des nouvelles aussi fortes que celle-ci. Est-ce que c'est vous qui les annoncez en personne? C'est-à-dire que vous appelez la personne et vous prononcez ce genre de phrase, j'ai retrouvé votre père, que c'est... on y va, mais délicatement. Quoi. C'est l'annonce d'une vie, hein. Ça peut... Oui, non, mais il y a des choses. J'ai aussi un monsieur qui m'avait contacté parce que je sais plus, c'était son père, je crois, avait été abandonné et on lui avait toujours dit que sa mère était morte, que c'est pour ça qu'il avait été abandonné. Et la maman était... Et en fait, j'ai fait les recherches. Pour le coup, là, il n'y a pas d'ADN, il n'y a rien.
rien du tout. Et en fait, pas du tout, oui. Et pour lui expliquer, ça a été compliqué. Et c'est vrai que sur le moment, il a eu vraiment un rejet en disant. Non, c'est pas possible. Oui, quelle femme. Mais c'est toute une vie à être éduquée dans une vision. Voilà. Et c'est vrai que on touche vraiment à des choses intimes et sensibles, oui. Oui, c'est ça aussi. Parfois, on se demande toujours, est-ce que c'est une bonne idée d'aller fouiller, sachant qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. La vérité, ça a un prix, quoi. En tout cas, quand Marie-Laure parle de son métier, on sent la passion quand même. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Marie-Laure, moi, vous m'avez dit en arrivant sur ce canapé que vous étiez un petit peu stressée. Oui, alors non, déjà, ça s'est pas vu. Pas vu. Alors, vous voyez, super. c'était plutôt sympa. Oui, c'était très bien. Alors un grand merci parce que c'était un plaisir de vous entendre. Et dans le chat, on disait que voilà, il y avait, ils étaient touchés par la passion que vous aviez pour merci. pour votre métier. Donc Samuel, j'ai juste la semaine dernière, je vous ai vu. Non, pas la semaine dernière, il y a 15 jours, avec vos magnifiques lunettes de loupe. Oui, et je regrette que vous les ayez pas mises. Ah, parce que le matin, dans la revue de presse, j'ai des belles lunettes en ce moment. Voilà. C'était les lunettes que Jeanne avait amenées. Ah oui, pour quel métier c'était déjà? C'était restauratrice de tableau. Celle-ci. Si j'avais su, je les aurais mises. J'ai pas osé vous demander. Parce que je pensais que c'était parce que le matin, la revue de presse, je mets des grosses lunettes maintenant. Oui, non, je l'ai pas vu. Vous savez comment le chat appelle ces lunettes que je mets parfois dans la revue de des culs de presse? bouteille. Non, mais pare-brise. Ah oui. Carglass, il m'appelle comme ça Il te maintenant. manque des petits essuie-glaces. Et aucun respect. Voilà, et on prend de l'âge. Donc, Aucun respect pour les aînés. Marie-Laure, merci. Je vous garde encore un petit peu. Voilà, avant de se quitter provisoirement, parce que dans un instant, il y a Alexandre Astier qui nous rejoint, le papa de Kaamelott, parce qu'on parle de généalogie, je parle de papa. The One. Voilà. Oui. Avec qui on va revenir sur sa vie, son œuvre. Peut-être son arbre généalogique, qui sait. Là, il vient de nous rejoindre. D'abord, un mot de l'agenda pro, puisqu'on parle de métier, de travail, d'emploi dans cette émission. On a quelques dates d'agenda pro pour vous. On a par exemple le rendez-vous de l'emploi des femmes le 9 octobre. C'est bientôt ça, à Versailles, à l'Hôtel de Ville, salon dédié à l'emploi, à l'entrepreneuriat féminin. Vous pouvez rencontrer des entreprises, des réseaux d'entrepreneurs, profiter de conférences et coaching pour vos projets pro. C'est pas mal ça, hein? Super. Ça, c'est à Versailles, le 9 octobre. Vous avez à Gennevilliers, les 15 et 16 octobre, le forum de l'emploi de la boucle nord de la Seine. 200 employeurs qui vous attendent, avec près de 2000 offres d'emploi et de l'alternance. Vous trouvez aussi des conseils sur la formation, la reconversion, la création d'entreprise. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui cherchent des alternances en ce moment. C'est très compliqué avec la réduction des crédits. Donc, ça se passe à Gennevilliers, 15 et 16 octobre, forum emploi de la boucle nord de Seine. Du côté de Lille, à la CCI Grand Lille, 16 octobre, rendez-vous recrutement expert, salon de recrutement sélectif format after work. Vous pourrez rencontrer des recruteurs de la région, élargir votre réseau et profiter d'ateliers coaching. Mythe Ingé. Bon, ça, je pense que c'est pour les ingénieurs. 21 octobre à Paris, à la Cité internationale universitaire, qui est un très bel endroit, la Cité internationale très beau. À Paris. Forum dédié aux étudiants et aux jeunes diplômés scientifiques. Plus de 50 entreprises proposent 1000 offres, ainsi que des ateliers, coaching, ateliers pour booster votre insertion. Et une dernière date, alors très intéressante, qui s'appelle Hello Handicap. Et digital. Ouais, ah oui, digital, oui. 100% digital. Non, justement, oui, les gens qui peuvent pas se déplacer. C'est en ligne. C'est bien. Exactement. Moi, j'en préfère 100% numérique, c'est pour ça que je... Oui. Ah oui, le mot n'est pas le bon, digital, bien Mais oui, sûr. c'est en ligne, voilà, c'est à distance. Donc c'est Hello Handicap, le plus grand salon virtuel dédié aux travailleurs en situation de handicap. C'est pas mal. Vous pouvez déposer votre CV, passer des entretiens à distance, accéder à des centaines d'offres. Voilà, ça s'appelle Hello Handicap, du 21 au 24 octobre et 100% à distance. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci les amis. C'est un plaisir de venir. C'était sympa. Ben, comment c'est passé le premier adoré. À le concert, il me reste 3 secondes pour parler. Quand la musique, tu voudras comme aux Oscars, on remercie. Tu voudras revenir franchement, j'allais dire, si le chat a bien aimé ma présence, je reviens avec grand plaisir. Détester. C'est un nom. Ils envoient plein de cœurs, là. C'est pas un cœur, ça c'est un... Merci. J'ai adoré, c'était trop bien. Ouais. Mais oui. Bon, alors Ben, ok, c'est noté. Marie, c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir de revenir, merci beaucoup. Bon réveil matinaux, puisqu'on se retrouve notamment dans Télématin, sur France 2, plus tout le reste. Ben, non, mais c'est Ludo. Hein. Ludo. Tu viens de découvrir mon prénom. C'est vrai. Ça fait pas assez de temps que je suis là. La nuit fut courte. Je suis le petit nouveau, je viens d'arriver. Je hante ses pensées constamment. Désolé. Oh là Ludo, là tu là. pars en tournage, tu nous disais là. Oui, je pars en tournage à Strasbourg, mais t'inquiète, dans 2 semaines, je suis toujours sur le même canapé, à la même place. J'espère bien. Merci là. Par contre, on en a marre. Attends, on a oublié, il faut que tu poses. Mais c'est la même photo, ne la changez pas. Non, mais regarde la caméra, parce que ça n'a aucun sens cette photo. Fais une pause. Allez. Employé du mois. Attends, avec quoi? Avec quoi? Avec MVP là. Je regarde où? Là. Idéalement une carte. Là. Prends une tête de gagnant. MVP. C'est ta tête de gagnant, ça? On adore. Magnifique. Les amis, dans un instant, Alexandre Astier nous rejoint. Sa vie, son œuvre, Kaamelott, épisode 2, le film qui arrive au cinéma dans quelques jours. À tout de suite.